Alors, pour démarrer, comme je vais passer après du temps à vous regarder, à vous écouter, aujourd'hui c'est vous qui allez me regarder et m'écouter. Enfin, peut-être pas toute la journée, je vous rassure, mais je voulais vous raconter un certain nombre de choses sur Molière. D'abord parce que ça fait 3 fois que je monte, c'est la 3e fois que je vais monter une pièce de Molière et je me rends compte que je le connais sans le connaître, donc je me suis un petit peu intéressé à Molière cet été. Et puis pour reparler aussi du Tartuffe, je n'ai aucune idée de l'usage de ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne sais pas du tout si ce sera très utile, mais au fond, là, on attaque une pièce. Enfin, c'est toujours une question quand on monte une pièce classique de savoir pourquoi est-ce qu'on la joue encore. Enfin, pourquoi est-ce qu'on trouve encore de l'intérêt à jouer ça? Pourquoi elle a tenu dans le temps? Pourquoi est-ce qu'on l'a encore dans les mains? Pourquoi est-ce qu'on peut encore la jouer? Pourquoi est-ce qu'on la comprend encore? Pourquoi c'est celle-ci qui ont traversé le temps et pas d'autres? Parce que des types qui écrivaient à l'époque de Molière, il y en avait plein dont on ne se souvient plus du tout. Et puis aussi avec les questions, ce que je dis toujours mais sans l'avoir vraiment traité, pourquoi c'est lui l'auteur national? Enfin, pourquoi c'est lui l'auteur enseigné, le représentant du théâtre, enseigné dès le plus jeune âge dans les écoles? Pourquoi c'est lui le patron, quoi? Et d'essayer de comprendre un peu ça. Et puis je me suis aussi intéressé à autre chose là, qui va nous intéresser sans doute plus directement, mais pour le comprendre, j'ai besoin de faire ce détour par le théâtre de Molière. Ce qu'est le théâtre de Molière, c'est d'essayer de raconter un peu l'histoire de l'écriture de la pièce. On s'en est dit un mot rapidement. Dans les dossiers que vous avez dû avoir, j'avais essayé d'expliquer un petit peu le malentendu autour de la querelle religieuse. J'y reviendrai. Mais surtout, j'ai découvert, enfin c'est pas une grande découverte, on le savait, mais que la pièce a eu plusieurs états successifs et que c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'elle a été écrite et de quel état de la pièce on hérite aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette pièce dont on hérite aujourd'hui. Vous n'êtes absolument pas obligé ni de prendre de notes ni rien du tout, c'est simplement pour se mettre un petit peu dans le bain, sachant que j'ai pas de visée historique. Moi je me pose pas la question de savoir si on joue Molière comme au XVIIe siècle, tout ça m'indiffère, mais en même temps, je pense qu'il y a des effets de traduction qui peuvent nous aider pour comprendre certains enjeux de la pièce, même si on décide de les traiter autrement, même si on décide que c'est pas comme ça que ça doit être joué aujourd'hui ou que c'est pas ça nos questions. Mais au moins de savoir quelles étaient les questions au moment où ça a été fait, je pense que ça peut être précieux. Voilà. J'avais même prévu un titre à mon exposé, qui sera un livre bientôt, hein, et qui est enregistré, donc vous pourrez vous l'écouter chez vous, ça peut vous aider. J'avais appelé ça Molière, un théâtre des circonstances. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi on peut parler à propos de Molière de théâtre des circonstances. Alors d'abord, la première question, c'est pourquoi ce type a eu autant de succès? Parce qu'il a eu un succès absolument incroyable à l'époque où il a fait, à l'époque de son œuvre, mais vraiment un succès inouï, où il a mis Paris et même au-delà la France à genoux. C'était une vedette, vraiment, comme on dirait aujourd'hui. C'était un acteur vedette, et ça c'est très important. C'était d'abord un comédien, et un comédien vraiment adulé. Et une des premières questions qui m'a intéressé, c'est qui était son public? Qui venait voir ces pièces? Parce que finalement, on se raconte beaucoup de choses là-dessus. Notamment, on aurait l'idée qu'il avait devant lui un public mélangé, voire populaire. À l'évidence, c'est pas vrai. Le public de Molière était un public d'aristocrates, de bourgeois, de très haute bourgeoisie, de lettrés, et d'une bourgeoisie commerçante. C'est-à-dire les seuls éléments du peuple, avec toutes les guillemets que le mot mérite, c'était le public du parterre, notamment à la Comédie Française, où les places étaient moins chères et où le public était debout. Mais il y a des études très marrantes qui ont été faites, qui étaient combien ça coûtait une place au parterre? Une place au parterre, ça coûtait 15 sols, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas vous faire les taux de change de l'époque, mais c'était un prix exorbitant pour quelqu'un qui n'était pas un bourgeois, un propriétaire, etc. Donc il n'y avait pas au parterre chez Molière de servants, de portefaix, de valets, etc., etc. Pas du tout. Il y avait les plus bas qui étaient là, c'était la bourgeoisie commerçante du Faubourg Saint-Denis notamment, donc quand même des gens qui avaient du bien. Donc il a affaire à ce qu'on appelle à l'époque un public de qualité. Je crois que c'est important d'avoir ça en tête parce que ça va déterminer en fait la forme de son théâtre. C'est à ce public-là qu'il s'adresse. Toute son œuvre va s'adresser à ce public. C'est pour eux qu'il travaille. C'était un artiste branché, je pense. Si on voulait une équivalence aujourd'hui, c'était un type branché. C'est-à-dire que dans les milieux à la mode,
dans les milieux les plus avancés, c'était une vedette dans ces milieux-là. C'est pas du tout un auteur populaire. Ouais. Dis-moi. Mais là, tu parles de l'époque où vraiment il est célèbre, etc. Mais avant ça, il a fait quand même du tréteau, il a parcouru les villes et tout ça, ou pas du tout? Pipeau. Oui, il l'a fait, mais c'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est-à-dire, il y a eu l'itinérance. Molière, il a une carrière en 2 temps. Il a 10 ans d'itinérance à travers la France, c'est ce qu'on raconte. Et puis ensuite, il a 10 ans de carrière parisienne. Et donc, on peut dire, il a sa carrière parisienne, c'est le public que je viens de raconter, mais avant, il était bien sur les places des villages. Il n'était pas du tout sur les places des villages. Avant, il allait de château en château. Vraiment. Dans les fêtes nobles, produites et proposées par l'aristocratie de province ou la très très haute bourgeoisie de province. Et donc, même en province, il jouait pour ce public-là, notamment pour la cour du prince de Conti, était un grand, donc une très haute personnalité de la noblesse de l'époque, qui avait installé à Pézenas, donc, du côté de Montpellier, là, dans le sud-est, une véritable cour. Donc, vous imaginez, quand vous avez installé une cour à Pézenas, vous êtes très, 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 très loin de Paris. Donc, c'est encore la féodalité, c'est encore des petits royaumes autonomes, quoi. Donc, les États du Languedoc, puisque c'est comme ça que ça s'appelait, dirigés par le prince de Conti, ont accueilli tous les ans, alors je ne sais plus quand est-ce qu'ils montent à Paris, je crois que c'est en 1660, donc entre 1550 et 1660, tous les ans la troupe de Molière vient jouer, mais elle joue devant toujours ce même public, de nobles, de lettrés, devant un public de qualité, encore une fois. Donc oui, on aurait pu penser que l'histoire de l'illustre théâtre... Oui, pardon, je dis ça pour notre ami Marc qui a joué dans le film, mais oui, Mnouchkine s'est un peu foutu de notre gueule, oui, d'une certaine manière, parce qu'elle a romancé une histoire qui n'est pas tout à fait celle-là, mais en même temps, il ne faut pas se raconter d'histoire. À l'époque, oui, le théâtre est un plaisir de cour, enfin, est un plaisir mondain. C'est pas le Pont-Neuf, quoi. On n'est pas du tout dans cette... Et il a été protégé par la haute noblesse de province avant d'arriver à Paris et de devenir la vedette qu'il a été ensuite à Paris. Alors pourquoi ça marche? Pourquoi ce public-là voit dans cet artiste-là, à un moment donné, un artiste qui lui va à ce point, qui lui va aussi bien? Eh bien parce que se développe à ce moment-là en France une chose qui s'appelle l'esprit galant, qui est un art de vivre, qui est l'idée d'un nouvel art de vivre, porté par l'aristocratie et la noblesse. Et un art de vivre, c'est important cette idée, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir des disputes sur quels sont les comportements que des gens de qualité doivent avoir dans tel et tel type de situation. Et c'est le développement des salons, ça commence sous Louis XIII, mais ça va se développer sous Louis XIV. Et on dira de Louis XIV, au milieu de son règne, c'est-à-dire avant que, repris dans la main de Madame de Maintenon, il redevienne bigot, et qu'il rompe l'édit de Nantes, qu'il réaccuse les protestants, etc. À la fin de la vie de Louis XIV est un règne beaucoup plus dur, beaucoup plus sombre, où il est devenu... il est entouré de curés, enfin il a fini entouré de curés, Louis XIV, mais au sommet de son règne, le roi dansant, le roi des fêtes de Versailles, on a dit de lui qu'il était le roi galant par excellence. Et alors la galanterie, qui n'a pas du tout le sens où on l'entend aujourd'hui, c'est quasiment un mouvement social et philosophique qui définit ce que doit être le comportement des gens de qualité. Et les ennemis des galants, enfin de l'esprit galant, c'est finalement la religion, enfin toutes les formes anciennes de contrôle social. La religion, les valeurs patriarcales, la féodalité, donc toute cette idée d'un contrôle extrême sur la société. Donc c'est un mouvement d'émancipation, d'une certaine manière, on peut dire. Mais un mouvement d'émancipation, bon, je vais essayer de développer un petit peu. En fait, l'esprit galant s'inspire probablement de Montaigne, des pensées de la Renaissance, c'est-à-dire du début du scepticisme en philosophie, c'est-à-dire des moments où on commence à dire que l'autorité de l'Église, l'autorité du roi, l'autorité, tout ça ne peut pas être accepté sans examen, et qu'au fond, un examen critique, on peut penser par soi-même. Il y aura Descartes, évidemment, je pense, enfin, le début du rationalisme, etc. Donc l'idée que y a des individus qui pensent par eux-mêmes, qui ne sont pas obligés de s'inscrire dans des traditions et de n'obéir qu'à la tradition. Et une dimension très importante de l'esprit galant, c'est que c'est un véritable mouvement d'émancipation des femmes. Ça va jouer un rôle très important et très central dans l'œuvre de Molière, parce que énormément des pièces de Molière posent cette question de la place des femmes dans la société de l'époque. Un mouvement d'émancipation des femmes, notamment parce qu'apparaissent avec les salons des galantes,
d'une certaine manière, des femmes qui tiennent les salons, qui les animent, qui insufflent l'esprit de ces salons, et qui sont pas du tout des femmes dominées et obéissantes, comme jusqu'au Moyen-Âge, disons, on avait pu se représenter les femmes. Une autre figure de femme apparaît avec l'esprit galant. Alors, c'est quoi les... Alors, cet esprit galant, j'en parle comme je peux, hein, parce que je ne suis pas spécialiste tout à fait, mais c'est sans arrêt une recherche du bon comportement. Donc, dans les salons, on va commencer à avoir des débats interminables sur comment se comporter dans tel et tel type de situation, et notamment un grand débat qui va venir autour du mariage, c'est-à-dire que les femmes qui commencent à s'émanciper savent bien toutes qu'elles ont fait... Enfin, le mariage d'amour n'existe pas. On est au XVIIe siècle, les mariages sont tous des mariages arrangés, et donc la question du sentiment, la question de la tendresse, la question de l'amour, et comment est-ce qu'elle peut et elle doit s'exprimer, donc avec l'idée qu'on peut aimer hors de son mariage, mais dans des formes qui vont être à définir, à préciser, etc., etc., il y a tout un débat autour de ça, et notamment un des grands débats dans les salons à ce moment-là, c'est si une femme se fait brancher par quelqu'un, est-ce qu'elle doit le dire à son mari? Vous voyez immédiatement pourquoi je fais cette précision, parce que c'est une question qui revient souvent dans l'œuvre de Molière. Angélique, dans Georges Dandin, dit à Dandin, à un moment donné, qui lui dit « Mais il y a un Godelureau qui vous fait de l'œil, je le sais », elle lui dit « Mais enfin, vous ne connaissez aucun des usages du monde, mon pauvre ami, quand bien même ce serait vrai, il serait hors de question que je vienne vous en parler. Ça ne se fait pas. » Et chez Molière, il y a tout le temps des débats sur ce qui se fait et sur ce qui ne se fait pas. Je prends la scène Valère-Marianne. La scène Valère-Marianne qu'on a commencé à regarder, à travailler, c'est une discussion, c'est une dispute pour savoir, là, dans la situation très particulière d'un mariage rompu, quel doit être le comportement et de la fille et du garçon. Et c'est de ça dont il parle. Le garçon dit « Je vais réussir à me consoler. Vous croyez quand même pas que quand vous êtes rejeté, vous pouvez continuer à soupirer en vain. Ça ne se fait pas. » Donc il y a toute une chose comme ça sur ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, comment le faire. Et en conservant dans l'esprit galant plusieurs valeurs, la première, c'est ce qui va s'appeler, vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais c'est pour imager un peu ce que je raconte, la complaisance. C'est la première valeur de l'esprit bourgeois. La complaisance, c'est une forme de politesse dans laquelle il s'agit de plaire à tous. S'assurer qu'on ne blesse jamais personne. Donc il y a une sorte de sens de la retenue pour que personne ne soit jamais blessé par les comportements. Alors la complaisance, c'est la valeur principale attaquée par Alceste au début du Misanthrope. Le début du Misanthrope, c'est Alceste qui dit « Il y en a marre de ce truc de complaisance où on fait des sourires à tout le monde, c'est insupportable. » Et où Philinte, vous avez donc toujours, je vais vite mais vous comprenez bien que dans toutes les pièces de Molière, vous allez avoir des personnages qui vont incarner ces figures galantes et des personnages qui en face d'eux incarnent l'outrage aux valeurs galantes. Et toutes les pièces de Molière sont construites entre ceux qui défendent les valeurs galantes et ceux qui outragent les valeurs galantes. Alceste, c'est l'exemple type, le Misanthrope, d'un personnage qui va outrager les valeurs galantes en permanence. La première d'entre elles, c'est la complaisance. Et le début du Misanthrope, c'est bien Alceste disant « la complaisance est insupportable ». Et Philinte lui répondant, dans la logique de ces valeurs, « Mon ami, vous avez le droit d'avoir des états d'âme, mais ça ne se fait pas de les montrer comme vous le faites. » Voilà. Première valeur, la complaisance. La deuxième, c'est la modération d'esprit, qui va avec, d'une certaine manière. C'est-à-dire, il ne faut, dans le vocabulaire de l'époque, il ne faut se piquer de rien. Se piquer de rien, ça veut dire jamais perdre son self-control, comme on dirait aujourd'hui, jamais non plus s'enthousiasmer. Ça, c'est la modération d'esprit. Savoir ne pas imposer son point de vue, notamment. On n'impose pas son point de vue. Ça ne se fait pas, c'est grossier. Et donc ça, la modération d'esprit, c'est ce qui va conduire à toute la critique des doctes, comment est-ce qu'on dit, enfin, tout ce qu'il y a dans les femmes savantes, quoi. Tous ces personnages des femmes savantes, Trissotin, enfin, les pédants, les fâcheux, ceux qui étalent leur science, les doctes, les profs, enfin, il y a une espèce de détestation des savants, non pas, c'est pas une détestation du savoir, mais une détestation des savants quand ils veulent imposer leur vue, quoi. Donc, complaisance, modération d'esprit, naturelle. C'est très compliqué parce qu'on a dit du jeu de Molière, c'est pour ça qu'il a eu autant de succès, c'est qu'il a visiblement, je ne sais pas exactement comment, révolutionné l'art du jeu. Mais c'est d'abord sans doute ça qui explique son succès. Il s'est mis à jouer, ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'avaient jamais vu un acteur jouer comme ça. Et il jouait, disait-il, avec naturel. Alors c'était très curieux, cette question du naturel. Je fais une petite incise. Visiblement, je pense qu'il a dû être un des premiers à jouer de la comédie sans masque. Et ça a vachement étonné les gens parce qu'ils voyaient les émotions passer sur le visage et ils n'avaient jamais vu ça d'une certaine manière. La comédie était soit masquée, soit prise dans des types
mais que tout à coup les émotions de l'acteur passent sur son visage. Ils ont dit mais c'est fou, on dirait la vie. Enfin, il y avait l'idée d'un théâtre réaliste, quoi, d'un théâtre naturel. Alors qu'en même temps, c'est un théâtre hyper stylisé, très physique, très acrobatique sans doute, inspiré des Italiens. Mais il y avait cette idée du naturel. Le naturel, c'est aussi une sorte de liberté d'allure, de simplicité dans le langage, le fait de ne pas être empesé, de pas faire de manière, de savoir être simple. Tout ça fait par des gens de très très haut niveau social et d'un raffinement extrême. C'est-à-dire, il faut bien voir que tout ça, c'est des valeurs hyper raffinées en réalité. Et où vous en êtes ou vous en êtes pas, quoi. Vous savez jouer suivant les règles ou vous ne savez pas jouer suivant les règles. Le naturel et l'enjouement. C'est assez amusant, l'enjouement, parce que il faut savoir avoir de la distance railleuse et rieuse vis-à-vis des choses. Il y a une détestation de l'esprit de sérieux. Trop se prendre au sérieux, c'est la marque d'un esprit qui ne sait pas jouer, c'est le contraire de l'esprit galant. L'esprit de sérieux, c'est le contraire de l'esprit galant. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, tous les personnages de Molière, qui sont ces personnages qui outragent les valeurs galantes, sont des personnages ultra sérieux, qui ont des choses, qui défendent des choses brûlantes, qui brûlent de ce qu'ils défendent. Les projets d'Arnolphe, le projet d'Orgon, le projet d'Alceste, même celui de Lavare, on pourrait dire, c'est des gens qui sont au contraire de tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas naturels, ils ne sont pas complaisants, parce qu'ils gueulent tout le temps, ils ne sont pas modérés, c'est le moins qu'on puisse dire, et ils ne sont pas enjoués parce qu'ils sont super sérieux. Donc enjoués mais pas enthousiastes. Non, parce que je pense que... Pas d'extrême. Non, exactement, pas d'extrême. Surtout pas d'extrême. Interdit d'être dans l'extrême. Mais attention, quand on le dit aujourd'hui, on peut avoir l'impression que toutes ces valeurs sont des valeurs conservatrices. Et elles le deviendront. C'est-à-dire, je fais un saut tout de suite, ces valeurs, c'est celle de la bourgeoisie éclairée qui va faire la Révolution française. Et c'est pour ça, à mon avis, c'est-à-dire liberté d'esprit, libéralité, on est libre, on pense par soi-même, on est raisonnable, on est modéré. Mais à l'époque où Molière développe ces valeurs, ce sont des valeurs nouvelles. À l'époque où elles se développent, elles sont nouvelles, parce que c'est un peu le contraire qu'il y a à la cour, enfin, en tout cas, c'est le contraire dans l'héritage disons du haut Moyen-Âge, enfin, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ce dont on hérite, c'est plutôt des valeurs de contrôle social, de contrôle des pensées, de règles extrêmement rigides, enfin, c'est tous les doctes, les pères de l'Église, enfin. Donc, c'est une façon de se libérer d'un carcan patriarcal, notamment patriarcal. C'est pour ça que les femmes sont très importantes là-dedans, mais en même temps de s'en libérer sans faire de sortie de route, parce que là, la sortie de route, à l'époque, c'est encore le bûcher, potentiellement. Donc, il faut faire très, très gaffe, notamment autour de la religion. C'est-à-dire ce qu'on entend dans Tartuffe, c'est-à-dire de dire, non, mais la religion, il ne s'agit pas de critiquer la religion, c'est impensable à l'époque. Mais en revanche, il y a des façons modérées d'être croyant. On n'est pas obligé d'être fanatique. C'est plutôt une détestation du fanatisme. Mais je pense que, d'une certaine manière... oui, c'est des valeurs qui vont être vachement facilement récupérées par ce qu'on va appeler la République bourgeoise. Bah oui. C'est vraiment ce qui va nourrir. C'est pour ça que la République française s'est trouvée avec Molière comme un poisson dans l'eau, parce que c'est des valeurs qu'on a pu réutiliser à chaque époque en disant « bah si, c'est la liberté d'esprit, c'est tout ça », mais en même temps, ce pas des valeurs révolutionnaires. Et notamment, elles sont suffisamment vagues bien sûr. Pour s'adapter, grosso merdo, à n'importe quel truc. Et puis surtout, à l'époque où Molière écrit, l'idée d'une égalité des conditions n'est pas du tout pensable. À aucun moment, vous pouvez penser une égalité entre les personnes. Il n'y a pas d'égalité possible. Moi, ce que je pense, mais là, je fais un court-circuit très très rapide et trop rapide, mais ce qui s'est passé dans l'histoire de la République française, si on veut aller vite, ça a été dit comme ça par certains historiens marxistes, voilà, c'est qu'en gros, le deal qui a été passé par les possédants, par les dominants à un moment donné, ça a été de dire, bon, on a bien compris qu'il allait falloir qu'on lâche un truc, donc on va lâcher l'égalité de la liberté formelle. Tout le monde est libre et égaux, etc. Mais à une condition, pas de remise en question de la propriété privée, on est tous bien d'accord. Non mais tu vois, c'est exactement ce truc qu'on avait vu dans la première déclaration des droits de l'homme. Oui. Vous êtes libre et la dernière, c'est la propriété est garantie. Il n'est pas question qu'on touche à ça. Le théâtre de Molière va très bien avec ça. Il n'y a pas de remise en question de l'ordre social. Mais en revanche, il y a une façon de dire qu'il faut être libéral. Pas au sens où on l'entend aujourd'hui, mais la libéralité à l'époque, c'est simplement une vertu qui fait aimer la liberté. On aime la liberté. On aime la liberté, on aime la liberté de penser, on est pour l'émancipation des femmes, on n'est pas du tout pour le partage des richesses. Sûrement pas. C'est impensable à l'époque de Molière, et personne n'aura envie de le penser dans la République française, enfin, à part Emmanuel Macron aujourd'hui, mais à part lui, vraiment, sinon les autres... voilà.
je redis un mot des débats mondains. J'ai dit que les débats mondains tournent autour de la place de la femme, des questions autour du mariage, et surtout essayer de repérer les situations de ridicule. Une situation de ridicule, c'est une personne qui se retrouve sans distance critique par rapport à ce qu'elle vit, qui n'arrive pas à trouver cette juste distance. Alceste, c'est vraiment une construction autour d'Alceste. Alors, souvent, les personnages anti-mondains dans les pièces de Molière viennent énoncer en creux toutes les valeurs mondaines. On en a un exemple extraordinaire dans Tartuffe. C'est la première scène. Alors que Madame Pernelle est le personnage anti-mondain par excellence. Elle vient dire sur scène leurs faits à des gens qui sont tous des mondains autour d'elle. Damis, Cléante, Elmire, Marianne et Dorine. Et ça, c'est une chose assez importante, c'est-à-dire que les valeurs galantes peuvent contaminer, elles ne sont pas simplement l'apanage des beaux esprits. Molière a mis sans arrêt sur scène des valets ou des personnages domestiques qui avaient déjà cette liberté d'esprit, notamment des femmes, qui venaient revendiquer pour les femmes, et qui pouvaient être aussi porteuses de certaines des valeurs galantes. Et dans les débats entre Orgon et Dorine, c'est plutôt Dorine qui est du côté des valeurs galantes, et Orgon du côté de valeurs qui, pour le public qui regarde ça, sont totalement rétrogrades. C'est pour ça que je dis que c'est moderne pour les spectateurs de l'époque. Alors, ça va, c'est à peu près clair ce que je raconte là ? Oui. Et alors, le truc que va faire Molière, et ce qui explique son succès incroyable, c'est que c'est le premier dans l'histoire du théâtre qui va jouer sur scène avec les valeurs de son public. Mais je pense c'est-à-dire que vraiment, alors tout le monde s'amusait à traquer pour savoir de qui il parlait. Est-ce qu'il parlait vraiment de Monsieur Machin ou de Madame Truc ? En réalité, non, il ne parlait pas de Monsieur Machin ou de Madame Truc. Mais c'était vraiment, je ne sais pas, ça devait avoir avec du stand-up ou je ne sais pas quelle serait la forme aujourd'hui. C'est-à-dire vraiment une forme de spectacle dans laquelle on parle tout de suite maintenant des problèmes des gens qui sont dans la salle et de leurs débats. Et avec toute une manière de jouer avec leurs débats, qui leur montre qu'on les connaît parfaitement, ces débats, et qui oblige ces spectateurs-là, qui créent une connivence. Ça crée immédiatement une connivence avec le public, et en gros, dans ta façon de rire à ce qui se passe sur scène, tu indiques ton degré de connaissance des débats. Enfin, vous imaginez bien ces salles, c'est pour ça que je dis que c'était branché, quoi. C'est-à-dire que la salle ne devait même pas rire exactement de la même manière au même niveau. Il y avait ceux qui voyaient exactement de quoi il était question. C'était une manière d'en être, quoi. Il fallait en être, il fallait... Mais ça, c'était très moderne, parce qu'on n'avait jamais, avant lui, mis comme ça sur scène les débats des salons. On faisait de la comédie suivant des règles. Parce que toute la littérature dramatique était régie par des règles, en réalité, hein, et le théâtre, pas moins, enfin, toute la littérature et le théâtre pas moins que le reste. Et lui, il s'en fout de la question des règles. C'est pas du tout son problème. Lui, il veut faire un truc qui marche. Et ça aussi, je trouve que c'est une chose très intéressante dans ce personnage, c'est qu'on sent bien qu'il n'est pas du tout dans un débat sur la postérité littéraire. Il en a rien à foutre de savoir si il y aurait une bande de Gugus 4 siècles plus tard qui essaierait de remonter ses textes. C'est pas du tout son débat. Lui, c'est tout de suite maintenant. Et c'est un acteur, c'est très important de jamais oublier ça. Il veut que ça marche, et c'est pas que ça marche, c'est que ça cartonne. Parce que les gens en face n'ont jamais vu qu'on s'autorise ça, qu'on se permette cette liberté, leur parler d'eux, en se foutant de leur gueule gentiment, mais en même temps en leur servant la soupe, quoi. Alors, l'exemple... Alors, c'est marrant parce que... pourquoi... Enfin, il y a un personnage clé, je n'ai pas vraiment le détail de ça, mais c'est Madeleine Béjart, qui a dû l'initier, quoi. Comment est-ce qu'il était aussi familier des valeurs galantes, comment est-ce qu'il savait ça, et visiblement, Madeleine Béjart était... absolument imprégnée, c'était vraiment un très bel esprit, comédienne, chanteuse, danseuse, poétesse probablement, ayant beaucoup fréquenté les salons. Enfin, elle l'a dégrossi le pépère, quoi. Enfin, je pense que ce truc, c'est un truc Madeleine Jean-Baptiste, quoi. C'est vraiment une machine à deux qu'ils ont monté à deux et elle y a... Oui, je pense. C'est terrible. Je sais pas, j'ai pas retrouvé la distribution d'origine. Ah oui, je l'avais, oui. Il faut qu'on regarde. C'est une bonne question. Je pense. Oui, comme ça, je dirais oui. Ce qui expliquerait d'ailleurs que le personnage de Dorine ait cette hauteur de vue, cette clairvoyance. Je l'ai la distrib dans ma vieille édition là que j'ai pas prise. Et alors, Molière, il va inventer un autre truc, du coup, c'est qu'il invente le buzz. C'est-à-dire que pour la première fois, les débats autour de ces pièces, c'est pas des débats à l'Académie française pour savoir s'il a respecté les 3 unités. Pourquoi je dis ça ? Parce que le grand débat littéraire d'avant lui, c'est 1637, la querelle du Cid. La querelle du Cid, c'est quoi ? C'est les mecs de la Sorbonne qui prennent la pièce de Corneille et qui disent « Vous n'avez pas respecté les 3 unités, là ».
Ah non, il y a un problème sur les 3 unités. Il y a un moment donné, je me souviens plus du site dans le détail, je ne sais pas quelle unité, donc unité de temps, unité de l'unité d'action. Ça doit être l'unité d'action qui n'est pas respectée. J'en sais rien. Et ça fait un débat. Mais ça fait un débat savant. Ça fait un débat entre doctes. Ça fait un débat entre docteurs. C'est un débat qui sera tranché par l'Académie française que Richelieu vient de créer. Et je dis, c'est super pour démarrer, je vais leur filer un boulot à faire. Dites-moi si la pièce de Corneille, on a le droit de la jouer ou pas. Et ça, c'est le premier truc que font les mecs. Ils se rassemblent à l'Académie française, ils lisent la pièce de Corneille, ils disent si, elle est bizarre, mais on peut la jouer, pourquoi pas. Mais c'est un débat qui ne déborde nulle part. C'est un débat qui concerne personne. Les débats sur les pièces de Molière, c'est dans la rue, dans les salons, à la cour. Qu'est-ce que ce serait quoi l'équivalent C'est Valérie Trierweiler, quoi. Je sais pas, c'est de ce niveau-là. C'est ce genre de buzz incroyable qui agite. On n'est pas dans la même structure sociale, donc les comparaisons seront toujours fausses. Mais il y a cette idée du buzz, de la provocation. C'est un mec extrêmement provoque, qui lance des trucs, et il sait un machin, c'est qu'il faut que ça cause en ville, quoi. Il faut que tout le monde en parle, et il faut qu'on parle que de ça, et il sait que c'est comme ça qu'il va remplir ses salles. Donc c'est en plus un espèce de génie de la com, enfin d'une façon de faire parler de lui, où il est aussi très très fort, quoi. Et donc, c'est un théâtre interactif. C'est le premier théâtre interactif, puisqu'il est en permanence en interaction avec son public, et il est vachement en interaction, puisque quand il fait l'école des femmes, et que tout le monde ne parle que de ça pendant 6 mois, il écrit la critique de l'école des femmes derrière. Donc il alimente tout le temps. Et il y a eu une fête donnée par le roi, où il y avait l'école des femmes, la critique de l'école des femmes, plus toutes les pièces contre lui qui avaient été écrites, et le roi rassemble tout le monde et on joue tout. C'est-à-dire les pièces de Molière, les pièces contre Molière, avec Molière au milieu comme ultime vedette. C'est-à-dire, tout ça, ça lui faisait de la pub et il en avait absolument conscience. Donc même, l'idée d'un espèce On a une vision romantique de Molière, un peu à cause de Mnouchkine, espèce de génie solitaire, je reparlerai de ça aussi. Pourquoi est-ce qu'on a cette vision-là de Molière ensuite ? C'est pas ça du tout. C'est un type qui est en train de mettre sur scène les débats de son temps, qui révolutionne la façon de jouer, la façon d'écrire du théâtre, la façon de faire du théâtre, la façon d'interagir avec son public, en invitant le public à dire « Allez-y, lancez-moi le sujet de ma prochaine pièce. Vous allez débattre entre vous, et en fonction de vos débats, j'écrirai la pièce qui traitera de vos débats. » Donc il est sûr que la salle sera tout le temps pleine. Donc ça devait être... Il va y avoir une espèce d'hystérie particulière à aller se dire à quoi il s'est attaqué ce coup-là, qu'est-ce qu'il a fait, c'était scruté, quoi. Alors, son premier carton, à Molière, c'est Les Précieuses Ridicules. C'est la pièce qui monte en arrivant à Paris, c'est la première qui joue. Il y a Jodelet dedans. C'était une discussion qu'on avait avec Emmanuel, c'est-à-dire, ça c'est assez intéressant. Sur cette pièce-là, il invite Jodelet, qui est la vedette du théâtre comique de l'époque. Le mec, il a joué Scarron, il a joué les comédies de Thomas Corneille, c'est la super vedette. Il y a 2 valets dans Les Précieuses Ridicules. Donc les Précieuses, c'est Caton et je ne sais plus comment elle s'appelle, l'autre. Alors les Précieuses Ridicules, c'est quoi ? C'est l'esprit mondain quand il se caricature lui-même. Donc c'était l'esprit galant. Donc c'est une manière de dire aux mondaines et aux galantes, attention les filles, modération, modération, parce que si vous allez finir ridicule. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à force de raffinement et de bel esprit, vous pouvez aussi vous retrouver à raconter des conneries, à porter ici les commodités de la conversation. Et donc, il fait une espèce de délire. Je sais pas, c'est comme s'il faisait c'est comme s'il faisait une caricature des bobos. C'est comme si c'était un bobo qui venait parler aux bobos des bobos. Enfin, aujourd'hui, on pourrait dire un truc comme ça, en les caricaturant, mais tout le monde est super content de se voir caricaturer et de se dire, je suis pas exactement comme ça, mais il faut faire gaffe parce que je dois pas devenir comme ça, etc. Et donc, Les Précieuses, c'est un succès incroyable, les gens n'en reviennent pas, qu'on vienne parler de ça comme ça. Et puis, donc là, pour l'histoire du théâtre, c'est rigolo, parce qu'il invite Jodelet à jouer. Il lui laisse son nom dans la distribution, le personnage, c'est le vicomte de Jodelet. Donc en fait, c'est un valet déguisé, mais il lui a laissé son nom. Et en face, il y a le vicomte de Mascarille. Ça devait être extraordinaire, parce que ça a été un tirage de... Et Mascarille, c'était Molière lui-même. Gros tirage de bourre entre Jodelet et Molière. Et Jodelet ne retravaillera plus jamais avec la troupe de Molière. Et à partir de là, d'ailleurs, de plus en plus dans les pièces de Molière, ça va être quand même des espèces de one-man show construits autour de lui et des personnages qu'il incarne. C'est assez marrant parce que j'ai dans la Pléiade les dessins qui datent de 1682. Donc 10 ans après la mort de Molière, il y a la publication des œuvres complètes avec des dessins. Tous les dessins, on le reconnaît, il est là tout le temps. Il est tout le temps là au centre, quoi, en train de jouer Monsieur de Poursognac, en train de jouer Scapin, en train de jouer L'Avare, en train de jouer Orgon, en train de jouer tous les gros rôles des pièces. Et il est toujours là, représenté, toujours au milieu, toujours au centre. Enfin, c'est vraiment
C'est lui, quoi. C'était comme du one-man show, d'ailleurs, à un tel point. Quand on jouait Scapin, on en avait fait l'expérience avec Emmanuel. Les moments où Scapin sort de scène, c'est pour qu'il se repose. C'est évident. Il ne peut pas jouer plus que ça, quoi. C'est vraiment quand tu es claqué, où tu as un quart d'heure. Donc, ça devait être construit comme ça. C'est-à-dire quand lui n'en pouvait plus, il y en avait d'autres qui faisaient une scène avant qu'il y retourne. Enfin, et c'était un acteur extraordinaire, quoi. Alors, justement, l'acteur. Alors, il y a une question marrante, c'est est-ce qu'il a fait des études? Alors pourquoi il s'en fout des règles? Pourquoi ça lui est égal, l'histoire des règles? Pourquoi ça lui est égal? Parce que très tôt, on va dire, mais c'est un peu bizarre, son machin, il respecte pas, enfin si, un peu, mais pas, c'est bizarre. On ne comprend pas bien ce qu'il fait, mais ça marche. Bon. Alors, non, mais il y a un débat qui est marrant, c'est est-ce qu'il a fait des études ou pas? Alors, évidemment, il y a des histoires qui disent qu'il a fait beaucoup d'études. En fait, probablement pas. Il a dû faire un secondaire. Il doit avoir son bac, quoi. Molière, guère plus. Alors en même temps, on dit qu'il a fait des... Moi, l'anecdote me fait mourir de rire, parce qu'on dit oui, mais il a fait des études de droit, il avait un diplôme d'avocat d'Orléans, visiblement. Alors, des années après, dans le même siècle, à la fin du XVIIe, Charles Perrault, des contes de Perrault, dit oui, non, mais les études de droit, on voit bien comment ça se fait, je les ai faites, moi, les études de droit. C'est que j'ai arrêté comme Molière, il parle de Molière, j'ai arrêté comme Molière à la fin du secondaire, en gros, puis après je suis allé 3 ans vivre ma vie, et puis me former moi-même, parce que je trouvais que c'était ça qui était important. Et puis ensuite, je suis allé à Orléans acheter mes diplômes de droit. Ça se faisait à Orléans, tu savais que tu pouvais acheter ta licence d'avocat. Donc Molière a probablement fait ça, il a dû s'acheter une licence d'avocat à Orléans. Mais c'est pas un savant, c'est pas un docte, c'est pas quelqu'un qui a été formé dans les écoles, contrairement à Corneille et à ses frères, et ils sont toute une bande, les Corneille, qui eux sont des docteurs. Et c'est pour ça qu'on comprend qu'ils soient dans la question des règles littéraires, qu'ils soient battus avec la Sorbonne, avec l'Académie française. Molière, il s'en fout, il n'est pas du tout là-dedans. Lui, ce qu'il va chercher, c'est l'efficacité de plateau. Une efficacité théâtrale et indépendamment de toute considération littéraire. J'ai parlé tout à l'heure du fait qu'il jouait sans masque, de cette histoire du jeu du naturel qui vient de l'absence de masque, mais aussi, il va se mettre à faire un théâtre complètement de bric et de broc. Il y a une phrase célèbre de Molière qui est « Je prends mon bien là où je le trouve », mais cette phrase décrit très exactement sa méthode de travail, c'est-à-dire que c'est l'époque où... Alors d'abord, il va s'inspirer des Italiens, alors que les grandes comédies de l'époque s'inspiraient plutôt du siècle d'or espagnol. On allait chercher les thèmes de comédie dans les grandes comédies du siècle d'or espagnol. Lui, il va s'intéresser aux Italiens. D'abord, c'est ses voisins, parce qu'ils ont partagé un temps des salles, et puis parce qu'à cette époque, on commence à avoir des canevas de commedia dell'arte écrits. La commedia dell'arte commence à fixer un peu ses canevas, donc il a du matos. Il a plein de matos. Il a des souvenirs de Terence et de Plaute, c'est-à-dire des comédies latines, mais il va en utiliser des bouts, mais de façon là aussi extrêmement sauvage. Et il ne va pas du tout s'occuper des règles. Alors, il va se mettre à faire du coup un théâtre étrange, on pourrait appeler une espèce de... Ouais. Il n'est pas influencé par les farces. Si, il est influencé par les farces, mais la farce, c'est quand même une forme très figée. Et lui, tout son théâtre, ça va être de mettre du mouvement. Ça va être de déplacer les figures. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces pièces, les figures bougent, les figures évoluent. Et ça, c'est une grande modernité. C'est pour ça que j'ai dit en commençant un théâtre des circonstances, donc on voit bien qu'il y a une première circonstance qui est le poète de la société galante, enfin le poète, l'acteur de la société galante. Une deuxième circonstance, c'est la recherche d'un succès qui fait qu'il va tenter ce qui marche de façon très pragmatique et depuis le plateau. Alors, je n'oserais pas dire ici que les plus grands écrivains de théâtre ont écrit leur œuvre depuis le plateau, mais quand même, je pense que si on joue encore Molière, c'est pas simplement parce que génie intemporel de je sais pas quoi, c'est que parce que c'est écrit depuis le plateau. Et pour un acteur, on s'en rend compte quand on le travaille. C'est vrai que ça fait pas le même effet que le théâtre d'Hugo, où il y a sûrement des choses merveilleuses, mais qui n'a pas été écrit par un acteur depuis le plateau, à l'évidence. Et donc, ils improvisaient vachement, je pense. Ils improvisaient énormément. On sait bien, quand on a monté Scapin, la scène du sac, on voit bien que c'est une improvisation qui a été transcrite une fois. Mais ils devaient bien faire ce qu'ils voulaient tous les soirs. Et même dans les pièces en vers, à mon avis, lui, il avait dû se garder des espaces de liberté, de lazzi, d'improvisation. Enfin, c'était un théâtre très, 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 très libre. Alors, c'est marrant parce que je pense que dans la philosophie héritée de l'Antiquité, dans la philosophie religieuse, celle des pères de l'Église, etc., la perfection est immobile. La perfection est immobile. La perfection, c'est l'immobilité. C'est tout le débat qu'il va y avoir sur l'astronomie.
De se dire, non, les gars, ça ne bouge pas. Si ça bouge, ou alors si ça bouge, c'est suivant un mouvement absolument régulier qui est comme de l'immobilité. Mais le changement, le mouvement est imparfait, l'immobilité est parfaite. Et c'est une tradition politique, c'est-à-dire c'est la même chose dans l'ordre politique. Rien ne change, c'est parfait, le roi est mort, vive le roi. Enfin, la perfection est immobile. C'est vrai en art, c'est vrai en astronomie, c'est vrai en théologie. Grande méfiance pour les idées nouvelles, qui sont toujours... Enfin, ça c'est ancien, mais les idées nouvelles, elles sont toujours diaboliques. On le sait bien. Donc, ce qui est parfait, c'est l'immobilité. Le problème, c'est que lui, Molière, avec tout ce qu'on a dit, il va faire un théâtre de ce point de vue-là très imparfait. Parce qu'il va s'intéresser au mouvement. Il va s'y intéresser comme acteur, sur scène, mais il va surtout s'intéresser dans l'esprit galant, dans la suite de l'esprit galant, pour le coup, à la variation des comportements en fonction des situations. Comment un comportement varie en fonction des situations auxquelles il est appelé à se développer. Ce qui était sans arrêt la question galante. Je pense que les galants, ils faisaient des études de cas en permanence. Mettons qu'une femme, blabla, 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 épousée contre son gré, comment est-ce qu'elle peut faire pour recevoir, est-ce qu'elle a le droit, est-ce qu'elle ne peut pas, notamment autour du mariage, de l'amour, etc. Lui, il va s'intéresser à des comportements et aux circonstances dans lesquelles les personnages qu'il déploie sont amenés à agir. C'est très nouveau, parce que jusque-là, c'est très nouveau et c'est la source d'un grand malentendu sur l'œuvre de Molière, parce qu'on continue à nous expliquer quand même que Molière est un peintre de la nature humaine. Je pense qu'il n'en a rien à carrer de la nature humaine, qu'il n'est pas du tout en train de développer des grands types, des grands personnages. On va traiter l'avarice, on ne traite pas l'avarice, on va traiter la misanthropie, on ne traite pas la misanthropie. Il ne traite pas des grands traits de caractère éternel. Il n'est pas dans une question sur l'éternité. Ça a à voir pour avec le fait que je pense qu'il n'en a rien à foutre de sa postérité littéraire. Il veut faire un succès de son vivant. Si j'allais plus loin, je dirais que c'est un matérialiste. Voilà. C'est très important d'avoir ça en tête. Voilà. Un matérialiste, et d'ailleurs, on ne sait pas s'il a fait des études, mais il y a une légende qui dit qu'il traduisait en vers le De Natura Rerum de Lucrèce, de la nature des choses, qui est le grand texte matérialiste de l'Antiquité. Donc, il ne s'intéresse pas aux traits éternels du comportement humain, il ne s'intéresse pas aux figures éternelles de tel ou tel, aux aspects éternels de la nature humaine. En gros, on va dire, si on voulait le dire en termes modernes, il s'intéresse aux existences, pas aux essences. Il s'intéresse à ce qui arrive à des gens concrets, là où ils sont en train de vivre des choses concrètes. Il y a un exemple qui est très beau de ça, et qui ramène tout, d'une certaine manière, c'est Agnès dans l'École des femmes. Parce que ça, ce qu'il a produit sur ces personnages, ce n'est pas une théorie. Il n'a pas théorisé Molière. Il n'y a pas de théorie théâtrale chez Molière. Il n'a pas théorisé son propre théâtre. Il a fait des préfaces, il a fait des placets. Mais Corneille, en revanche, il a fait des pages et des pages de traités, rhétoriques sur l'art de la poésie, l'art du théâtre. Molière, pas du tout. Pas théoricien, du tout. Et donc, ce théâtre du mouvement, ou ce théâtre des circonstances, il vient aussi comme ça, comme un coup de bol. Alors, quel genre de coup de bol sur Agnès? C'est assez formidable. En fait, qu'est-ce qu'il fait pour écrire l'École des femmes? Et il a fait la même chose pour Tartuffe, on y reviendra. Il prend 2 pièces de comédia et il les colle. La première pièce qu'il prend, c'est La précaution inutile, qui est cette thématique d'un homme qui décide d'épouser une sotte pour ne pas être cocufié. Ça, c'est une pièce de comédia. J'épouse une fille bête, comme ça je serai sûr qu'elle ne va pas me faire cocu. C'est une vieille thématique de la comédia. Et une deuxième pièce de comédia, qui s'appelle Le confident inapproprié, dans laquelle un galant va faire confidence au cocu de son propre cocuage. Alors un type rencontre un gars, il dit « Dis donc, je me tape la nana de cette maison, elle est formidable, c'est sa femme. » C'est les 2 grands thèmes dans l'École des femmes, si vous vous en souvenez, c'est-à-dire le projet d'épouser une sotte pour ne pas avoir de problème, et d'autre part, le confident inapproprié, c'est-à-dire le fait que le jeune, là, je ne sais plus comment il s'appelle, dans l'École des femmes, l'amoureux, Horace, non? Non. On ne sait plus, c'est pas grave, va voir Arnolphe pour lui dire « Ah, je suis content de vous trouver, je suis amoureux de la fille dans la maison. » Donc c'est ces 2 thématiques-là. Or, ce que disent les commentateurs et qui est intéressant, c'est que ces 2 pièces n'ont rien à voir. Et dans la deuxième pièce, il va falloir une épouse super intelligente pour réussir à continuer à cocufier son mari alors que le mari sait par l'amant qu'il est cocu. Et toute l'intrigue du confident inapproprié tourne autour de ce nœud-là, c'est-à-dire
comment la nana va réussir à sortir de la situation où son mari sait qu'elle le trompe par l'homme même qui l'a fait cocu. Donc, il prend ces deux trucs, il les colle, il se fait pas chier. Sauf que quand il les colle, ça marche plus. Parce que dans la première pièce, il faut une sotte, dans la deuxième, il faut une fille super intelligente. Et donc, il fait ce personnage dingue d'Agnès, mais qui visiblement est une espèce de révolution théâtrale, parce qu'avant ça, les personnages sont des types. Ils sont comme ça et ils ne bougent pas. Du début à la fin de la pièce, c'est la comédia, c'est le jeu masqué. Ils sont comme ça et ils ne bougent pas. Il leur arrive ça. Et là, ils collent deux trucs et du coup, il se passe quoi? Il faut bien qu'Agnès devienne intelligente. Et c'est bien toute l'histoire de la pièce, c'est-à-dire l'amour qui la rend intelligente. Et elle commence comme une sotte en disant « Ah oui, il y a un jeune homme qui est passé, etc. » Et au fur et à mesure, elle devient de plus en plus maline, et elle finit par devenir le personnage du confident inapproprié, c'est-à-dire la figure d'Isabelle dans la comédia, c'est-à-dire la jeune épouse rouée, maligne, qui trompe le vieux pantalone avec, etc. Et ça, c'est un nouveau type de caractère pour le théâtre. Un personnage qui évolue d'une certaine manière dans la pièce, on n'a jamais vu ça. Je prends d'autres exemples de ça. Alceste, on en a parlé quand on l'a monté. Quand on lit bien le Misanthrope, si on ne veut pas se tromper, me semble-t-il, quand on joue le Misanthrope, il ne faut pas jouer un mec qui est misanthrope, parce que c'est une donnée de son comportement, et qui par ailleurs est amoureux d'une coquette. Non. C'est un personnage qui est amoureux d'une coquette, et parce qu'il est amoureux d'une coquette, et alors que c'est un homme de... C'est ça qu'il raconte dans le Misanthrope. Il prend une société galante. Voilà. Je crois que c'est la pièce qui peint le mieux la société galante, c'est le Misanthrope. Les marquis, les trucs, tous les rapports avec une petite pique là, mais il y a des personnages galants, les excès de la galanterie. Qu'est-ce qu'on peut faire quand la galante devient une coquette? Ce qui est la limite de la galanterie. Célimène, elle va trop loin, elle joue le jeu pas comme il faut, elle a le droit d'entretenir plusieurs relations, mais elle dérape. Enfin, donc on est bien sur ces trucs. Et lui, elle sait c'est quoi? Il est de cette société galante, mais sa passion le rend fou. Sa passion le rend fou. On ne nous dit jamais que on nous dit sans arrêt que c'est un personnage extraordinaire, très estimable, etc. Mais son humeur noire est évidemment liée à son statut d'amoureux, ne précède pas son statut d'amoureux. Donc c'est bien quelqu'un à qui, encore une fois, il arrive quelque chose, et non pas... Voilà. Donc je pense qu'on se trompe, on se tromperait à vouloir faire des types avec les personnages de Molière. Ce ne sont pas des types, ce ne sont pas des archétypes, ce sont des figures naturelles, comme on dit au XVIIe siècle, c'est-à-dire des gens qui vivent des existences sous nos yeux et à qui il arrive des choses sous nos yeux. Je dis ça parce que je pense que du coup, faut se méfier des faux débats philosophiques dans le théâtre de Molière, et il faut être intraitable sur les intrigues. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils disent ça à tel moment? Qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils peuvent se contredire d'une scène à l'autre éventuellement? Comment le rapport de force a changé? Comment la situation a évolué? Comment elle évolue sans arrêt? Et je pense que ça aussi, ça génère un théâtre un peu urgent, où en fait ces gens sont toujours dans des crises, c'est toujours un état de crise que la pièce, qui ouvre la pièce, et c'est comment on va résoudre la crise, sachant que la crise, c'est toujours une mise en crise des valeurs galantes, ou un outrage aux valeurs galantes, qu'il va falloir réussir à contenir. Je fais une dernière remarque, celle-là, elle m'amuse, elle n'est pas de moi, mais je ne sais plus qui disait ça, et je trouvais ça très beau, sur l'avare. Parce qu'on pourrait dire que l'avare, c'est quand même un type, c'est quand même un archétype d'une figure ancienne, en plus du théâtre latin, hein, puisque c'est repris d'une comédie de Terence, l'avare, qui est cette figure de l'avare. Et je me souviens de quelqu'un, je ne sais plus qui c'est, qui m'avait dit, mais en fait, il est avare parce qu'il est veuf. Il a perdu sa femme, et il ne veut plus rien perdre. Et je trouvais que c'était une super clé pour jouer ce personnage. Et qui veut donc tout retenir. Qui veut tout retenir. Et qu'il est là, je ne sais plus dans une mise en scène laquelle c'était, mais en gros, il y avait le portrait de sa femme, quoi. Et le type, il ne peut plus rien donner. Il a perdu cette femme, il peut plus... Alors ça, c'est intéressant parce que c'est inventer une circonstance qui explique un type, qui explique un caractère. Et je pense qu'on a toujours besoin d'être attentif aux circonstances pour comprendre le caractère. Alors, je fais une dernière remarque avant de parler de Tartuffe. C'est que je l'ai dit tout à l'heure, si on considère que Molière, c'est le dramaturge des valeurs galantes et de la société mondaine, et si on comprend bien comment est-ce qu'il a pu servir de marchepied à la République bourgeoise dans notre pays, si on comprend bien que la République est trouvée tout à fait licite d'enseigner à marche forcée, hein, vraiment en intraveineuse, à tous les petits Français, Molière comme modèle de théâtre, on aurait pu dire que c'est les valeurs de la société aristocratique. C'est quand même très bizarre que la République... Alors on l'a dit tout à l'heure, ces valeurs galantes, très modernes à l'époque, elles vont très bien avec la République bourgeoise. Modération, libéralité,
culte de la raison, d'une certaine manière, confiance dans l'esprit raisonnable et dans l'esprit modéré, mais méfiance vis-à-vis des partageux. On veut bien parler d'égalité et de liberté formelle, pas question de parler d'égalité et de liberté réelle. La liberté et l'égalité réelle, ça c'est les rouges. Et la République, elle s'est construite de certaine manière contre les rouges. Bon. Alors, on va quand même pas monter un auteur qui sert la soupe à la bourgeoisie, bordel de merde. Bah non, quand même, c'est une question qui se pose. Et alors là, ça c'est un acte de foi très personnel, et qui n'engage que moi, et qui, je pense, historiquement, serait peut-être faux. Mais je pense que Molière, ce qui l'a surtout intéressé, c'est l'outrage, et pas la consolidation de ces valeurs-là. Et que son théâtre est aussi un théâtre du double jeu. C'est-à-dire que pour produire ces effets, il fallait en permanence qu'ils viennent l'outrager, cette société galante, qui en était ravie, qui trouvait ça formidable. Et il le faisait tout en disant, vous voyez bien que les gens qui l'outragent sont des fous, sont des bien entendus. N'empêche que le ressort principal théâtral, c'était bien l'outrage, quoi. C'était bien là que se faisait le grand plaisir. Donc le grand plaisir, c'est, je sais pas, Alceste, qui commençait une pièce en insultant toute la salle. Il fallait quand même se le permettre, parce que le type, il débarque et il traite toute la salle de connard. Ça les ravit. Mais en fait, au passage, l'acteur, lui, qui est en train de le faire, eh ben, il les traite quand même de connards. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y avait un petit moteur chez ce type-là. Il faudrait faire une sorte de psychosociologie du bonhomme. Fils de tapissier royal. Comédien, c'est-à-dire quand même un boulot où il a réussi à faire admettre ça à tout le monde. Tout le monde le révérait, mais n'empêche qu'il n'était jamais qu'acteur, qui était quand même un travail de merde. Enfin, un travail de merde, en tout cas pas... Et qu'il était fils de tapissier royal. Moi, je pense qu'il y a une haine de classe, y compris contre ces valeurs galantes qu'il a tellement l'air de défendre, contre toute cette société. Et que derrière, il est toujours en train de montrer que derrière ce bel esprit, ces modérations, ces choses, ces équilibres, il y a des trafics. Il y a tout le temps des trafics, et notamment des trafics d'argent, de femmes, de paroles. Donc, à la fois, il suit les circonvolutions de tous les débats de la société mondaine et galante, il connaît tout par cœur, il dit tout ce qu'il faut absolument bien, n'empêche que ce qu'il produit en même temps, c'est bien un propos outrageant. Vous savez, il y a Deleuze qui dit ça à un moment donné, on lui a dit « Mais pourquoi vous avez fait de l'histoire de la philosophie? Pourquoi vous êtes occupé de Kant, notamment, qui est un philosophe très loin de vous ?» Et Deleuze dit « J'ai toujours pensé l'histoire de la philosophie comme un enculage. Je suis toujours allé chercher ces auteurs pour leur faire un enfant dans le dos, dit-il. » Et moi, j'ai l'impression que Molière, parfois, il fait un enfant dans le dos, en permanence, à cette société, qu'il a l'air de conforter dans ses valeurs, de rassurer dans ses valeurs, mais qui a un double jeu. Attention, hein, je ne dis pas que c'est conscient, je ne dis pas tout ça, mais je dis, je comprends pourquoi son théâtre peut aussi être récupéré par les marxistes, ce qu'il a été, hein. Brecht a adapté Molière, il s'est quand même intéressé de très très près, précisément parce que il y a ces situations de crise, il y a tout le temps ces situations où cet équilibre mondain et galant est en train de craquer, et où tout l'effort, c'est de le rétablir. Mais au passage, sacré jeu de massacre, quoi, quand même. Sacré... Et puis l'autre chose, et moi je me dis, vous savez, il y a une anecdote qui court sur le fait que Molière, jeune homme, jeune acteur, sans doute, je ne sais pas quoi, se prend à partie avec un noble, qui s'insulte, et Molière le provoque en duel. Et le type éclate de rire et lui envoie ses laquais pour le bastonner, en lui disant « Mais excusez-moi, je ne me bats pas en duel avec vous. On n'a rien à voir, on ne peut pas se battre en duel. Vous et moi, vous êtes bon à être bastonné par mes laquais. » Et je pense qu'il y a une espèce de revanche sociale, de haine de classe. C'est pas un marxiste, hein, c'est pas un révolutionnaire. Tous ces mots sont anachroniques et impensables pour parler de lui. Mais il y a un moteur méchant dans ce qu'il fait, qui prouve que tous ces gens à qui il est en train de passer la pommade, en même temps, il les déteste. Je crois. La clé de ça, pour moi, c'est Scapin, qui est une de ses dernières pièces, qui est un de ses derniers autoportraits. Et Scapin, c'est quand même un personnage extraordinaire, parce que c'est un valet qui a toute la maîtrise d'un maître, qui est plus maître qu'un maître. Ça, c'est presque une figure pré-révolutionnaire, d'une certaine manière. Et c'est l'acteur, et c'est le metteur en scène aussi, enfin, c'est celui qui organise le théâtre. Scapin, c'est vraiment un portrait de Molière en organisateur de théâtre, un autoportrait depuis le cœur du plateau, mais c'est un valet. C'est un valet. Et c'est pas un valet, c'est pas Sganarelle, c'est pas un valet crétin. C'est un valet d'une habileté extraordinaire. Et moi, mais ça c'est ma petite mythologie intime, hein. Moi je pense qu'elle est là, la vérité de Molière. Elle est dans ce double jeu, c'est-à-dire le fait d'avoir servi la soupe en apparence tout le temps, et en même temps d'avoir construit des trucs tellement bizarres, et tellement tordus à certains endroits,
que ça peut aussi raconter absolument autre chose. Et que c'est bien autre chose qu'il s'agit de raconter. Et puis autre chose aussi, c'est qu'effectivement, quand on regarde les grandes figures de Molière, on se dit que finalement, face à cette modération des mondains, il y a on pourrait dire une espèce de soif d'absolu, ou une soif de radicalité, un appel oui, à une forme de radicalité que tous ces personnages incarnent, ce qu'on appelle la folie des personnages. Donc il y a un goût pour la folie chez Molière, une recherche de la folie qui est le théâtre même, qui est sa pulsion théâtrale, mais qui va complètement à l'encontre des valeurs de la société. C'est pour ça qu'on peut dire aussi qu'il est le farceur de cette société. Mais bon, il fait aussi, du coup, je pense, autre chose. Ça va, jusque-là? Je prends une bouteille d'eau. On a de l'eau quelque part, hein? Alors, merci Amélie. Oui, c'est ce que j'avais essayé de dire un peu dans le dossier, c'est quel plaisir masochiste quand même, enfin masochiste pour la société qui venait regarder, à s'entendre comme ça insulter ou à se voir renvoyer le contraire même des valeurs qu'on défend. On peut se dire que c'est pour le bien du plus grand nombre, mais en même temps, les faits, c'était quand même que lui, ça lui permettait de taper, quoi. Et je pense à Don Juan notamment. Don Juan, le grand seigneur méchant homme, alors c'est pas lui qui jouait Don Juan, mais ça devait être un délice, quoi. Je crois que 2 et 2 sont Scats Ganarelle, on devait entendre les galantes. Ça, c'était une espèce de subversion qui devait être délicieuse parce qu'on était les beaux esprits. Mais ça veut dire aussi que l'esprit galant, c'est un jeu d'équilibre, et lui, Molière, il faisait de l'équilibre sur l'équilibre. Pas étonnant qu'à certains moments, il se soit clairement pété la gueule. Merci beaucoup. Et je pense que Tartuffe, c'est l'exemple même de ça. Molière qui est allé trop loin. Et donc maintenant, j'en viens, sauf si ça va, pas de pause, je peux continuer, c'est bon ? À l'histoire de Tartuffe. L'histoire de l'écriture de Tartuffe. Alors, j'ai dit déjà qu'on voyait bien comment dans Tartuffe, il y avait comme toujours chez Molière, un portrait de la société galante et de ses valeurs, notamment à travers Cléante, parce que c'est typiquement le personnage qui incarne les valeurs galantes, mais Elmire aussi. On a dit le débat autour du mariage. Elle dit 4 fois dans la pièce Elmire, ça se fait pas de faire chier son mari avec ce genre de truc, quoi. Donc et si elle le dit 4 fois, c'est pas parce que elle renvoie au débat de l'époque. Je fais juste une petite incise, une petite remarque. On a beaucoup repsychologisé l'œuvre de Molière, surtout à mon avis au XVIIIe et au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'on a pensé que dans son œuvre, il était question de lui, que c'était lui Dandin, que c'était lui Alceste, que c'était lui... C'est assez faux. On a eu cette illusion essentiellement parce que on avait perdu les débats de la société galante qui étaient le fond de ces pièces, que donc on se disait, ben non, c'est un débat intime sur le mariage. Pas de débat intime sur le mariage. Il y a une théorie très intéressante sur le mariage d'Armande et de Molière. Parce qu'on pourrait se dire ça, vous connaissez l'histoire, Molière a épousé la fille de Madeleine, Armande, de 20 ans sa cadette, et on dit qu'elle le trompait, ce qui était sans doute très vrai, et très admis en réalité, surtout par lui, et que le misanthrope était l'histoire de cette relation d'amour compliquée et contrariée avec Armande, et que Armande jouait Célimène, lui jouait Alceste, et que c'était eux qui étaient en train de jouer, que l'école des femmes, c'était aussi son histoire et la réflexion qu'il avait sur le fait d'avoir épousé une femme plus jeune, etc., etc. Visiblement, tout ça, ce sont des reconstructions 19e, romantiques. Ce n'est pas du tout les débats de l'époque, ils ne sont pas du tout dans ces questions-là. Concernant Armande, à l'évidence, Molière a fait une chose très simple, il a donné un état à cette fille sans père qui, sans ça, n'en aurait pas eu. Il fallait l'établir, comme on dit. Et Madeleine, qui avait déjà cet enfant quand ils se sont rencontrés, a demandé à Molière de l'établir. Alors, elle aurait pu peut-être épouser Madeleine et adopter l'enfant, mais ça ne s'est pas fait comme ça. Mais de toute façon, ça ne s'est pas fait comme ça. Il a épousé l'enfant, mais ça veut aussi dire que l'établissement du mariage n'était pas du tout une affaire sentimentale, pas une seule seconde. C'était un contrat social pour protéger cette gamine, quoi. Après, il a couché avec elle, il lui a fait des enfants, mais je pense que ce n'était pas un grave problème. Mais je ne suis pas sûr. Enfin, ils sont tous morts, hein, les enfants, d'ailleurs. Donc, ouais. Madeleine Esprit, notamment. Mais... Avec Armand. Ouais. Enfin, Madeleine Esprit, en tout cas, il y a eu au moins une fille qui a dû atteindre l'âge de 6 ou 7 ans, mais qui est morte. Ouais.
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de querelle sentimentale entre Armand et Molière, a priori. C'est un contrat social, ça n'a rien à voir. La femme de sa vie, a priori, c'était Madeleine. Et je pense que ça posait de problème à personne sur le fait qu'il ait épousé la fille de sa maîtresse, contrairement à ce qu'on continue, nous, à se raconter comme si c'était une espèce d'affaire de famille. Non, c'est très banal, enfin, c'est assez normal, d'une certaine manière. Et du coup, elle a été son héritière et elle a été à l'abri du besoin jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'il est mort richissime, hein, contrairement aussi à ce qu'on raconte parfois. Donc, Molière traite les débats de son époque, pas du tout sa vie privée. Pas du tout. C'est pas du tout son histoire dont il est question à aucun moment, c'est pas de ça dont il s'agit. Donc pareil, hein, pas la peine d'aller chercher dans la psychologie de Molière, un effort de psychologie de Molière pour essayer de comprendre de quoi les pièces parlent. Je pense là aussi c'est des visions romantiques, c'est des visions 19e en fait. Un personnaliste, quoi, je sais pas quoi. Il ne parle pas de ça. Alors qu'est-ce qu'il fait quand il écrit Tartuffe ? Eh bien, il fait plein de choses à la fois. Pour commencer, il fait une chose très simple. Il écrit pour la cour et pour cette bonne société galante une pièce qui s'appelle Tartuffe, qui est une pièce en 3 actes. Alors, il y a un débat parce qu'en 1682, dans l'édition définitive des œuvres complètes, Tartuffe apparaît en 5 actes. On n'a aucune autre version de Tartuffe. Nous n'avons que la version en 5 actes, il n'y en a pas d'autre. Et Lagrange, qui jouait Valère dans la pièce, écrit que dès 1664, donc à la première présentation de la pièce devant le roi, la pièce était en 5 actes et qu'il n'avait joué que les 3 premiers. C'est pour ça qu'on a cru longtemps que la version de celle qu'on va jouer était la version d'origine, mais qu'ils n'avaient pas joué en entier. Visiblement, c'est absolument faux. C'est d'autant plus faux que c'était une ruse de Lagrange, parce que dans la version de 1664, il n'y avait pas Valère. Et il n'y avait pas Marianne. Et que comme lui, il jouait Valère, il ne trouvait pas normal que l'histoire retienne qu'il avait pu ne pas être à la création de la pièce. C'est ça l'hypothèse, c'est que le mec, il a falsifié l'histoire. Non, dès le début, j'étais dedans. Bien sûr, tout était prévu. En fait, pas du tout. La première version n'était pas dedans. La première version de 1664 est inspirée d'un canevas de Commedia dell'arte, d'une pièce qui s'appelle Le Pédant, et qui est une pièce, je vous la raconte. C'est une pièce très traditionnelle, c'est un canevas très traditionnel de Commedia. Pantalone est marié avec Isabelle. Isabelle, il soupçonne qu'Isabelle le trompe. Et donc il va demander à un jeune homme savant et révéré pour sa droiture, enfin bref, un gars bien, quoi. Docte, un gars bien, quoi, mais enfin qui a bonne réputation, mais un gars bien. Un gars bien. Un gars bien. Quelqu'un de bien. Qu'est-ce que c'est qu'un gars bien? Quelqu'un de On bien. dit les gars bien dans le midi, mais c'est les oiseaux. Et donc ce personnage, c'est le pédant. Il est docte, il est de confiance, et Pantalone va lui dire « J'ai besoin que tu surveilles Isabelle pour vérifier qu'elle ne me trompe pas. » Le pédant va voir Isabelle, il lui dit « Je suis là pour vous surveiller de la part de Pantalone, mais j'ai un deal à vous proposer. Baisons ensemble, je ne le dirai à personne, je suis l'amant idéal, celui qui vous dénoncera jamais, et comme je suis autorisé à vous voir pour vous surveiller, franchement, là, c'est doré sur tranche. » Ça, c'est à peu près ce que dit Tartuffe à Elmire. C'est la fin de ce qu'il lui dit quand il lui dit « Avec moi, vous allez voir, pas de problème. » Cette scène est vue par un témoin. Il a mis dans la pièce, mais dans le pédant, on ne sait pas qui c'est, un témoin, qui va voir Pantalone, et qui dit à Pantalone « Le pédant, il est en train de circonvenir ta femme. » Pantalone convoque le pédant, et le pédant fait cette scène qu'on a aussi dans Tartuffe, c'est-à-dire « Oui, c'est vrai, oh là là, je suis un grand pécheur », et du coup, devant la sincérité du pédant, Pantalone ne prête pas foi au dire du témoin, et chasse le témoin. Voyant ça, Elmire, Isabelle, qui n'en peut plus, dit à Pantalone, si vous y croyez pas, je vais vous le prouver, allez sous la table, et vous allez voir ce que vous allez voir, c'est la scène de la table, et le pédant est démasqué et chassé. Fin de la pièce. C'est ce canevas de cette pièce de Commedia que Molière reprend en 1664. Alors on a vu les grands épisodes, certains des épisodes de Tartuffe, pas tous. En tout cas, les actes 1, 3 et 4, puisqu'en gros, la version de 1664, c'est 1, 3, 4, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Pas d'acte 2, pas de Valère, pas de Marianne. Pas d'acte 5. Il reprend cette trame. Mais il fait un truc qui est absolument, je pense, au moment où il le fait, outrageant. C'est qu'il met sur scène, à la place du pédant, un personnage que la société de l'époque connaît très très bien, et qui est le directeur de conscience.
Et le directeur de conscience, c'est pas de la blague, c'est que dans toutes ces familles nobles, aussi galantes soient-elles, etc., il y a des gens qui ne sont pas forcément des ecclésiastiques, qui peuvent être des amis de la famille, des gens dont la vie de dévotion est connue, mais qui sont des gens qui sont soit des gens qui sont veufs, c'est des hommes évidemment, ils sont soit veufs, soit non mariés, mais ça peut être des laïcs, très confiés en dévotion, et qui sont auprès notamment des femmes et des hommes de ces maisons, et qui les dirigent, ce sont les directeurs. Et ils les dirigent, il y a des textes à l'époque extraordinaires sur le rapport au directeur, c'est-à-dire il faut s'en remettre à son directeur. On décrit le type de lien qui doit se nouer entre le directeur et son dirigé, et qui sont exactement ce qu'il y a entre Tartuffe et Aragon. On est en présence d'un directeur et de son dirigé. Donc c'est un truc, je sais pas, on n'a pas... je cherche des équivalents, mais je ne vois pas les... Tir de com, les spin doctors. Exactement, si on faisait une comédie sur les spin doctors. Non, mais ça ferait marrer tout le monde. Il faut imaginer que c'est... Tu sais, les conseillers d'hommes politiques, ce qu'on appelle les spin doctors. Ouais. J'ai jamais entendu le mot. Des quoi? Les spin C'est doctors. comment spin? SPIN. Spin? C'est de l'anglais, c'est de l'anglais. Spin? Spin? C'est vraiment bizarre, vous avez des mots bizarres. Spin. Mais c'est pas de l'anglais? Si c'est de l'anglais, je sais pas ce que ça veut dire. La traduction. Ça veut dire quoi? Incroyable. D'accord. Direct. Hein? Le sens dans lequel tournent les électrons. Dans quel sens tu tournes? Tu spin? SPIN. Ah? Ben dis donc. Mais il faut bien voir que cette attaque, elle est très violente, parce que qu'est-ce qu'il dit Molière? Il dit à cette bonne société, il y a des gens chez vous. Alors les directeurs de conscience, je fais juste une remarque, parce que Blaise Pascal, le grand penseur chrétien de l'époque, enfin de cette époque, a écrit un petit texte magnifique, pour ceux qui s'intéressent à ces choses-là, qui est une illumination qu'il a eue, une nuit de feu, ce qu'il appelle une nuit de feu, il a eu une nuit mystique. Et il a écrit un très beau texte qui s'appelle le Mémorial de Port-Royal, je crois, qui est le descriptif de sa nuit mystique, de la nuit mystique de Blaise Pascal. Et une des phrases de ce texte, c'est « Soumission entière à Jésus-Christ et à mon directeur ». Donc ça veut quand même bien dire que la figure du directeur, je veux dire, même chez un penseur comme Pascal, elle est là, et elle est dans les familles. Et qu'est-ce qu'il fait Molière? Il prend cette figure du directeur et il dit « Dites donc les mecs, vous confiez vos nanas à des types là, mais ils font quoi exactement avec elles? Vous êtes sûrs ? Vous êtes sûr de ce qui se passe dans les alcôves? Enfin, c'est pour ça que c'est pas les spin doctors. C'est comme si on faisait un truc sur l'école et on disait que tous les profs sont pédophiles. Enfin, c'est bien pire que ça ce qu'il raconte. C'est un truc extrêmement violent. Il dit, les directeurs de conscience, ces gens que vous avez chez vous, ces gens de bien qui sont dans vos maisons, si ça se trouve, ils essayent de se taper vos femmes. Comme dans une vieille commedia dell'arte. Et il fait cette pièce. Et là, ça tousse quand même. Ça tousse, ça fait marrer tout le monde. Parce que les beaux esprits, eux, de la société galante, veulent se défaire de cette emprise des directeurs de conscience. C'est une survivance, là aussi, archaïque, rétrograde, c'est pas moderne, c'est pas dans l'air du temps, donc on a le droit de se foutre de leur gueule. Dire quand même, alors qu'ils sont partout, que c'est tous, en gros, puisque c'est tous, c'est valable pour tous qu'il est en train de dire, que c'est tous des gros porcs libidineux qui essayent de coincer les femmes de leurs hôtes dans les coins, ça grince quand même sérieusement. Alors ça va grincer au carré, parce que comme je l'avais expliqué la dernière fois, et comme je l'ai écrit dans le petit texte du dossier, ça tombe très mal pour Louis XIV, parce qu'il est en train d'essayer de faire la paix avec Rome, de régler le problème janséniste. Et donc tout à coup Molière arrive avec sa comédie, et là Louis XIV lui fait « Non mais ça c'est pas maintenant, s'il te plaît, là, pas en plus du reste, donc tu te calmes. » Et surtout, d'autres gens doivent lui dire « C'est un peu brutal quand même ce que tu viens de faire là. » Donc dans cette pièce originelle, il n'y a pas Valère, il n'y a pas Marianne. Pourquoi il n'y a pas Marianne? Parce qu'il est impensable qu'un directeur de conscience ait un projet de mariage, ça n'a aucun sens. Le mec ne peut pas avoir de projet de mariage, c'est pas possible qu'un type dans cette position sociale puisse être là pour épouser qui que ce soit. Enfin, ça aurait été inimaginable. Donc, pas de Valère, pas de Marianne, et sans doute un personnage dont le mariage est contrarié par le Tartuffe, c'est Damis. C'est-à-dire qu'on suppose que dans la version originelle, Tartuffe empêche Damis de se marier, pour des raisons qui nous échappent, mais ce qui explique la colère de Damis. Le fait qu'il soit tout le temps en colère, c'est que c'est son mariage à lui que le Tartuffe, sans doute pour, je sais pas, pour une raison qui est, je sais pas bien quoi, est en train d'empêcher. Mais pas d'héritage, pas d'histoire de spoliation de la maison, pas de cassette, pas d'acte 5, pas tout ce bordel, enfin tout ça disparaît. Un curé, gros et gras, comme il est dit par Dorine dans la discussion Le Teint Vermeil, il a repris 3 fois de la viande, etc., etc. Donc une figure qui en plus renvoie à des choses qui sont connues, c'est-à-dire
le soupçon de gloutonnerie, le soupçon d'amour de la bonne chair qui est fait au clergé depuis Rabelais. Enfin, c'est une vieille affaire hein, dans la littérature française. Donc on est en terrain de connaissance, mais donc on voit bien que c'est un homme d'église, de près ou de loin, qui est en fait un gros dégueulasse pris à pic. Une bonne grosse farce, bien grasse, et qu'on envoyait plein la gueule à une catégorie de la population que tout le monde connaissait, quoi. Ben, je vous dis, oui, c'est ça. C'est comme si on vous disait tous les instits sont pédophiles. Une espèce de propos aussi outrageant que ça, quand même. Donc on lui dit qu'il faut se calmer. Et alors là, il va commencer à rentrer dans un truc, parce que c'est une crapule, hein, Molière, vous avez bien compris, en tout cas c'est un filou, c'est pas une crapule, mais c'est un filou, c'est Scapin. Donc il commence à dire, mais pas du tout, c'est pas du tout ça que je voulais faire, c'est un salaud en fait, pas du tout. Ben oui, évidemment, on sait bien que je suis pas en train de dire que tous les types qui font de la direction de conscience dans toutes les familles de France sont des salopards. Non, je voulais raconter l'histoire d'un mec en particulier, celui-là, qui est un aventurier, c'est pas du tout. D'ailleurs, c'est tellement un aventurier que c'est pas un homme d'église, il change le costume, il change le nom, Panulf, ça c'est 1667, deuxième version, il passe à 5 actes. Et dit non, c'est pas un ecclésiastique, c'est un mec qui s'appelle Panulf, qui veut épouser la fille de la maison. Tiens, d'ailleurs, il y a une fille à marier dans la maison, ça tombe bien, elle s'appelle Marianne, et elle a un amant qui s'appelle Valère, et ils vont d'ailleurs vouloir il va y avoir tout un problème avec eux. Donc lui, il vient pour un projet de mariage, il a des rapports avec la religion, mais il veut s'y reconvenir. Et surtout, c'est un aventurier qui louche, qui veut voler dans la... Alors vous comprenez que ce n'est pas du tout la même chose de raconter l'histoire consiste à dire tous les directeurs de conscience sont des salopards, qu'une histoire qui dit dans cette maison-là, un jour un salopard est rentré et il a fait ça et voilà, et donc moi j'ai rien dit sur personne, pourquoi vous m'emmerdez? Donc ça c'était une stratégie pour quand même pouvoir jouer sa pièce. Et alors à ce moment-là il a rajouté une autre comédia dell'arte, hein, comme il fait toujours, donc une deuxième comédia dell'arte, j'ai pas le nom là, qui raconte aussi tout à fait autre chose, qui est plus du tout une histoire de pédant, de direction de conscience et tout, mais l'histoire effectivement d'un jeune homme qui rentrant dans une maison pour épouser la jeune fille, en réalité essaye de circonvenir la mère et réussit à embarquer tout le... Et à se faire donner toute la maison, etc., etc. Mais là, on n'a plus du tout de question d'ecclésiastique, de direct. Donc là aussi, comme dans l'école des femmes, il prend 2 comédias, il les colle, ça fera la blague. Ouais, ça fera la blague, sauf qu'après, il faut réussir à jouer tout en même temps. Donc c'est un aventurier louche ou c'est un ecclésiastique bedonnant qui boit force vin et alors déjà, on ne sait plus trop comment il faut jouer le personnage. Bon, ça se complique un peu. Alors qu'est-ce qu'il lui fait aussi? Il lui rajoute un valet pour rendre crédible le fait que c'est pas un ecclésiastique mais un homme du monde. Il change son habit, il lui met une épée, il lui met un valet, une épée, un projet de mariage. On n'est plus du tout dans le portrait d'un directeur de conscience à partir du moment où on a fait ça. Et puis, après la paix de l'Église, donc en 1669, la paix de l'Église, donc c'est que le moment où les jansénistes se soumettent à Louis XIV, où Louis XIV dit au pape c'est bon, tout le monde est calmé, le pape dit t'es formidable. Une semaine après, Molière a le droit de jouer Tartuffe. Et alors là, il fait un truc encore plus bizarre que tout le reste, c'est que quand même, pour pas dire qu'il s'était totalement déculotté, il obtient de reprendre le nom initial. Aussi parce que la pièce de 1664 avait dû tellement buzzer que tout le monde voulait voir Tartuffe, pas Panulf. Panulf, ils l'ont joué 3 fois dans 3 salons, mais à la Comédie Française, il fallait, enfin, parce qu'il n'y avait pas la Comédie Française, mais enfin, dans le théâtre du Palais Royal, il fallait mettre la pièce qui avait buzzé en 64, quoi, celle dont tout le monde avait dit c'est un scandale, c'est génial, il faut voir ça, c'est incroyable. Donc il réussit à obtenir de remettre le titre, et quand même, visiblement, il arrive à refoutre l'habit. Il arrive à lui remettre un peu un habit de curé, mais il lui laisse son valet, il lui laisse son projet de mariage, et il lui laisse la fin de l'histoire, c'est-à-dire la spoliation de la famille, etc., etc. Donc c'est pour ça que les commentateurs disent bon courage pour jouer la version de 1669, parce qu'a priori complètement incohérente. Elle n'a aucune cohérence, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut jouer ce truc-là pour que ça tienne, pour le personnage de Tartuffe, pour passer. Et c'est là qu'on se dit, il se faisait quand même pas chier, quoi. C'est-à-dire, il collait des bouts de trucs, et je pense que c'était l'énergie du plateau qu'emportait tout le machin à la blague, mais ça explique aussi de temps en temps que quand on revoit certaines pièces, on se demande d'où est la cohérence du bidule, il n'y en a pas. Donc, comme ça, au moins on est tranquille, il n'y a pas de espèce de préméditation littéraire, du type qui aurait écrit une grande œuvre absolument cohérente. Tout ça, c'est des strates, c'est des couches, c'est des bouts de répète qui sont notés et qui, à la fin, font des pièces. Mais d'autant plus que vous savez, à l'époque, on ne publie pas les pièces. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de droit d'auteur. Donc, par exemple, Les Précieuses Ridicules, ça a été publié par quelqu'un d'autre. J'adore l'histoire.
Un mec qui voit les précieuses virgules dit mais c'est génial, je vais le publier. Et qui est dans la salle, qui prend le texte en note, qui le publie et qui Molière gueule un peu en disant bah ouais mais non, pas de raison que vous fassiez du pognon sur un truc que j'ai écrit moi. Donc. Mais il fait tout ça d'ailleurs, c'est ce qu'il disait quand il prend les pièces de comédie avec Ouais. C'est dans Scapin qu'il y a un copier-coller d'une pièce de l'histoire. Ah, maintenant. Oui, Scapin, il a piqué la galère à Cyrano de Bergerac, à une pièce de Cyrano de Bergerac. Il a pris le thème à Plaute, à une comédie latine de Plaute, et puis oui, il a rajouté plein de bouts. Ah oui, mais c'est de bric et de broc. Hein. C'est vraiment, c'est pas du tout un théâtre qui vise une forme de perfection littéraire. À aucun moment, il est dans cette question-là, du tout. Mais encore une fois, je pense que c'est pour ça qu'on le joue encore. Peut-être. Je pense que c'est de fait. C'est ça. En fait, bizarrement, quand tu joues du Molière, même si là on est dans l'alexandrin, donc on a l'impression que c'est un peu empesé, que c'est un peu tout ça, mais t'es jamais pollué par la littérature. C'est à aucun moment, il me semble, hein, t'as l'impression d'être en train de lire les pages d'un livre. C'est toujours un appel à l'incarnation, je trouve, ce théâtre, quoi, vraiment. Et je pense que le meilleur moyen de le rendre chiant, c'est de ne pas l'incarner, d'ailleurs. Donc l'aventurier louche, le jeune homme, la spoliation, le valet, bon. Et donc il revient en 69, il remet un peu de tout et il fait le plus grand succès de sa carrière en termes de recettes. Ah ouais? Ah oui. Ouais, Tartuffe, ça a été... Il n'y a pas eu de débat énorme d'ailleurs, les débats ont eu lieu avant, quoi. Mais c'est vraiment une stratégie de com extraordinaire. Et je pense qu'il est venu voir le roi parce qu'il sentait qu'il avait une bombe entre les mains. Tout le monde voulait voir ça. Tout le monde voulait voir ce truc qu'on avait interdit, mais que... Et il n'y a pas une histoire aussi sur l'arrivée à la fin, là, De l'exemple. il a fait un peu plaisir au roi. Bah si, non, mais ça évidemment que l'arrivée de l'exemple à la fin, c'est une manière évidemment de dire à tout le monde, là c'est là qu'il fait son propos autoportrait, c'est-à-dire que le roi quand même débarque à la fin pour dire à Molière, Orgon, je sais que de temps en temps, vous dépassez un peu les bornes, mais je serai toujours là pour vous protéger. Donc ça, c'était face à toutes les gens qui regardaient. Ok ? Si vous me faites chier, il y a Louis XIV qui me protège, quoi. C'est clair pour tout le monde. Donc ça, oui, c'était une espèce de... Il a fait... Vous lisez la fin du dernier Placet, qui est extraordinaire, où il fait discuter carrément le roi et son frère, le Grand Condé, qui sortent du Tartuffe ensemble. Il dit d'ailleurs, c'est bien ce que disait son Altesse, le roi, en sortant du Tartuffe, qui a dit à son frère, je ne sais pas, c'est pas dit comme ça, je vais m'appeler Yad, mais je vous le retrouverai, il sort d'une autre pièce. Et il dit, mais je ne comprends pas comment est-ce que les gens ont pu s'offusquer du Tartuffe quand ils ne s'offusquent pas de cette pièce qui... Et le frère répond, c'est parce que cette pièce joue le ciel, dont ces gens se moquent, alors que Tartuffe les joue eux-mêmes, ceux qu'ils ne peuvent supporter. Enfin, une espèce où il fait carrément parler Molière, le roi à son frère, pour dire qu'il est formidable. Enfin, en termes de com', c'est très très fort, très puissant. Alors, je reviens un tout petit peu du coup, essayer de revenir un peu aux circonstances de la pièce. C'est quoi ces circonstances? Alors d'abord, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le double jeu, ce que je trouve intéressant, c'est que dans cette version embrouillée, dans cette version emmêlée de la pièce dont on hérite aujourd'hui, mais finalement, elle devient d'une certaine manière beaucoup plus subversive, cette pièce, si on veut accepter ce terme, que la Commedia dell'arte de 1664. Pour nous aujourd'hui, pas pour l'époque. Mais elle acquiert une force de subversion évidemment parce qu'il y a ce personnage étrange du malfrat, du malandrin, qui vient faire main basse sur cette famille. Et puis du coup, cette famille, c'est ce qu'on a commencé à se dire, elle a beau incarner les valeurs galantes, ce qui s'y trappe, ce qui s'y joue, et comment ça s'y joue, est peut-être pas si reluisant que ça. C'est là que je dis qu'on pourrait avoir envie que Tartuffe gagne, avec plein de guillemets autour du mot, mais en tout cas sur le fait qu'il vient bien mettre en crise un univers qui n'est pas si brillant que ça. Alors, circonstance pour circonstance, je l'ai dit un peu la dernière fois où on s'est parlé, oui, c'est sans doute une circonstance qui jette Orgon dans la dévotion. Je ne pense pas que cet homme soit toute sa vie un dévot. Moi, j'avais fait une sorte d'hypothèse de quelqu'un qui voyant quand même l'hiver approcher, se demande comment il a vécu. Enfin, moi, j'avais une espèce de vision comme ça de ce personnage. Mais ce qui est sûr, c'est que ou dans cette rencontre, enfin, c'est bien dans une circonstance que sa folie naît. Il n'est pas fou de toute éternité, ça n'est pas dit. On dit qu'il a une toquade depuis qu'il a rencontré ce jeune homme. Et d'ailleurs, on ne le reconnaît plus. Enfin, il presque dit puisqu'il, notamment, on ne le reconnaît plus, il avait donné sa parole à Valère, il est en train de la reprendre.
Donc c'est bien un homme qui a changé. Et c'est un homme qui va rechanger. Dans l'acte 5, une fois qu'il est décilé, enfin, une fois qu'il a vu, il n'est plus le même exactement que celui qui était sous l'emprise de... Donc il y a bien là une circonstance. L'autre circonstance, c'est la question des mariages. On en a déjà parlé, mais je pense que ce n'est pas par hasard que Molière rajoute dans la pièce un mariage, celui de Marianne, et en fait, du coup, il en rajoute deux, c'est-à-dire celui de Marianne et celui de Damis, dont on a compris qu'ils étaient absolument liés solidairement l'un avec l'autre. Et c'est pour ça que je disais, la particularité de la circonstance aussi, qui à mon avis génère un type d'urgence singulière dans la pièce, c'est qu'une alliance familiale, sans doute absolument stratégique pour cette famille, est en train de capoter. Et je pense que ça, c'est une circonstance majeure. Là je quitte Molière, je parle de nos délires à nous, hein. Enfin, de moi, ce que je me raconte sur la pièce. Alors, un mot sur Valère Marianne, je l'ai dit tout à l'heure, ça lui permettait, cette scène aussi, cette fameuse scène célébrissime, de mettre les disputes galantes sur scène. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser, quand je la regarde aujourd'hui, que je pense qu'il y a une brutalité chez Valère qui doit rappeler la brutalité de Damis. Je pense que ces jeunes gens, ces jeunes garçons qui veulent absolument se marier, sont assez brutaux. Parce qu'il y a urgence pour eux à ce que ces alliances aient lieu. Et si elles n'ont pas lieu, c'est gravissime. Donc là, je reviens à ma lecture marxiste, si je puis dire, de Molière. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux de pognon, d'alliance, et c'est une folie de contredire cette alliance. C'est une alliance qui est un enjeu pour beaucoup de gens dans la pièce, jusqu'à Cléante. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, visiblement, tout le monde a intérêt à ce que cette alliance ait lieu comme il faut. Je pense que j'ai l'impression que, je ne sais pas, hein, je me dis parfois qu'en fait, il engueule Marianne, quoi. Que ce type il doit débouler là-dedans comme un chien dans un jeu de quilles, Valère, à peu près comme Damis, en fait. Et quand tu vois des jeunes gens dans cette pièce, ils hurlent, ils engueulent tout le monde, ils sont brutaux, ils sont violents, quoi. Mais ils sont violents pas, c'est pas leur tempérament, ils sont violents parce que c'est pas. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est pas possible, là, c'est gravissime. Ces histoires de mariage qui foirent, quand on avait monté Scapin, ça avait été très important pour nous de se dire, mais bon sang, si les deux pères, Argante et Géronte, les mariages qu'ils ont prévus ratent, c'est la guerre. C'est pas juste un truc qui a raté, c'est qu'on est en Sicile, c'est Naples, et si jamais le mariage il n'a pas lieu comme il faut, ça va se régler à coups de pistolet dans les rues, quoi. Alors là, je ne sais pas si on en est là, moi je pense que c'est plutôt des histoires de fusion-acquisition, c'est les Rothschild et les Bettencourt, quoi, c'est un truc comme ça. Donc c'est une question d'argent. Ah, je pense derrière, oui, il y a des questions d'argent, d'alliance, d'argent et de pouvoir. D'argent et de pouvoir. Enfin, en tout cas, dans les mariages qui sont en train de nouer, oui, c'est des questions d'argent et de pouvoir, évidemment. Non, pas seulement. Il y a des sentiments, probablement. Mais enfin, il y a des sentiments, il faut être raisonnable avec les sentiments en pensant qu'on est au XVIIe siècle, encore une fois. Donc, les stratégies matrimoniales, à mon avis, elles pèsent beaucoup plus lourd que les stratégies sentimentales. Hein. C'est quand même pas du tout le même poids. Alors, Marianne, j'en reparlerai, mais... En tout cas, c'est deux figures galantes, évidemment, Marianne et Valère, dans cette dispute-là. Moi, je pense qu'elle peut être faite de façon très galante, cette dispute, et elle devait être jouée comme ça. Les gens devaient se dire, ah oui, c'est bien les débats qu'on a entre nous. Mais je pense que c'est aussi une scène d'outrage aux valeurs galantes, elle aussi, en réalité. De montrer que derrière ces valeurs galantes, il y a des trucs qui jouent, des trucs qui sont à l'œuvre et qui n'ont absolument rien à voir avec la modération, le bel esprit, la complaisance et tout ce qu'on veut. Qui sont quand même du maquignonnage et une espèce de sens de l'économie. C'est un truc autour de l'économie pour moi chez Molière tout le temps, oui. Et puis il y a un autre axe en face de celui-là. C'est si c'était que ça, pourquoi Dorine et Elmire se mouilleraient autant? Pourquoi elles se mouillent à ce point-là, les deux? Je pense que là, pour le coup, on est vraiment en présence de cette question de l'émancipation féminine telle qu'elle commence à se développer à l'époque. C'est-à-dire c'est des femmes libres qui ont une forme de liberté, en tout cas, l'une et l'autre. La liberté d'Elmire, c'est de ne pas dire, de régler elle-même ses problèmes sans en parler à son mari. La liberté de Dorine, absolument insensée d'ailleurs, qui a choqué, je pense, à l'époque, et étonné à l'époque, c'est sa liberté de ton vis-à-vis de ses maîtres. Et là, on est un peu sur autre chose, on est sur... en relisant la pièce, je me suis rendu compte qu'en fait, probablement que Dorine Elmire, c'est un stratagème
c'est un stratagème de femme. Enfin, il y a une espèce de pièce derrière la pièce. Il y a ce que sont en train de trafiquer Dorine Elmire pour sauver Marianne. Pour sauver quoi? Pour sauver la maison de la spoliation. Parce qu'en revanche, que cette maison soit spoliée par ce type, ça, c'est pas simplement par amour filial pour Marianne ou je sais pas quoi, c'est éviter quand même ce qui sera une catastrophe. Il y a chez Orgon un désir inconscient de la catastrophe, enfin une espèce de rêve de la catastrophe, quoi. Et elles sont là pour empêcher la catastrophe. Mais je suis pas sûr qu'elles prennent complètement fait et cause pour les petits maquignonnages d'Amis et Valère. D'ailleurs, le rapport de Damis et Elmire, il est un tout... Et d'ailleurs, Dorine avec Damis, qui lui dit on va s'en occuper, hein, tu dégages s'il te plaît, viens pas tout faire capoter. Et ce qui est marrant aussi, on en a parlé avec Martine, c'est le moment où Dorine dit en plus, je crois qu'il faudrait mettre votre belle-mère dans le coup. Ah oui, je pense que... Ah oui, la belle-mère, c'est une bonne idée. Alors qu'il y a un stratagème, il y a une chose un peu comme dans Scapin, il y a l'idée que c'est avec le personnage d'Elmire qu'on va pouvoir dénouer quelque chose. Je pense qu'elle lutte pour elle, c'est-à-dire pour une forme de liberté. Et que malgré tout, l'arme de Tartuffe, pas la personne de Tartuffe, parce que la personne de Tartuffe, comme on l'aura compris, n'a pas d'intérêt. C'est rien. Je ne suis pas sûr que ce soit important de faire une psychologie de Tartuffe. Il s'agit juste de montrer un truand qui s'adapte en permanence, un sens de l'adaptation extraordinaire, jusqu'à dire à la fin, bon, je sais, j'ai jonglé avec trop d'assiettes, j'ai un peu déconné, mais la maison est à moi, au revoir tout le monde, messieurs, dames, rideaux, tant pis, voilà, ça aurait pu se passer autrement, ça se passe comme ça. Moi, je pense d'ailleurs qu'il n'est pas énervé spécialement, c'est un mouvement de colère à la fin, c'est plutôt un côté... Ok, je me suis fait gauler, mais c'est pas grave parce que j'ai la donation, donc... Je disais quoi sur... Tartuffe, oui, je disais le fait... Oui. L'arme. Oui, pardon, c'est ça. C'est que c'est quand même la superstition, le contrôle social. C'est toutes les vieilles valeurs patriarcales que lui, il vient refoutre au cœur de la maison. Ce sont bien ces valeurs-là que Madame Pernelle vient défendre au début. Donc, elles savent quand même que, même si c'est un truand, au mieux, il va incarner pour elle une forme de régression sociale. Enfin, en tout cas, il n'est pas sûr qu'il soit un grand défenseur de l'émancipation féminine, le Tartuffe. Donc, en tout cas, c'est pour ça qu'il n'y a pas de psychologie. Lui, il s'en fout. Je pense fondamentalement, c'est pas son problème. Mais lui, ce qu'il a utilisé pour rentrer dans le cœur d'Orgon, c'est toute une rhétorique absolument rétrograde au vu de ce qu'est la modernité et les valeurs modernes à ce moment-là. Et donc, je pense que ces femmes-là, elles voient aussi qu'elles ont vachement à perdre à changer de régime. Que peut-être que le régime sous lequel elles vivent, c'est pas encore formidable, mais que ce qui arrive là, formellement, même si c'est un truand, c'est quand même les talibans, quoi. Il y a un tout petit côté, retour aux fondamentaux. Et d'ailleurs, Madame Pernelle, elle le dit au début, hein, vous allez me virer ces mouches, ces trucs, ces machins, les carrosses à la porte, toutes ces conneries, les gens qui défilent, vous allez retourner dans vos couvents, dans vos pioles, arrêtez de vous comporter comme des salopes. Donc c'est un grand débat. Hein. Je l'ai dit en commençant, c'est énorme ça. Les prudes qui attaquent les galantes, qui répondent aux prudes, qui disent mais vous êtes collémontés, mais vous êtes des putes. Enfin, donc tout le monde s'insulte à ce moment-là autour de question de qu'est-ce qu'une femme a le droit de faire. C'est très central dans son théâtre. Je dis non, mais pourquoi je reviens à ça? Parce que je me suis souvent demandé en lisant la pièce, je me suis dit mais bon sang, s'il a un projet de destruction de classe, pourquoi est-ce qu'il ne trouve pas alliance dans le prolétariat? Vieux truc marxiste de base, quoi. Normalement, il aurait dû passer immédiatement alliance avec Dorine, avec Flippote, avec Laurent, et ils auraient foutu la maison par terre. Or, Dorine, elle n'arrête pas de dire, mais méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Alors, on me dit, mais où est liée sa méfiance? Alors, il y a plusieurs hypothèses mélangées. Il y en a une qui peut être dure sur Dorine, mais qu'il ne faut pas non plus complètement omettre. C'est les capots dans les plantations des Noirs aux États-Unis, c'était des Noirs plus brutaux que les Blancs eux-mêmes. C'est-à-dire, à un moment donné, pour tenir le petit peuple, tu mets quelqu'un du peuple, sinon ça marche absolument pas. Donc, on avait parlé, je crois, dans Django Unchained. De quoi? Dans Django Unchained, qui est un film de Tarantino, un western, qui se finit dans une plantation. Ah oui. T'as un personnage comme ça, très flippant, quoi, qui est terrible, qui est le capot de la plantation et qui est en fait totalement au service du pouvoir blanc.
mais vendu, quoi. Mais pas vendu, parce qu'il aime son maître, qui est un monstre en plus, évidemment. Donc tu dis, il y a cette dimension-là. Mais il y en a aussi une autre, parce qu'il ne faudrait pas non plus croire que c'est un pur effet de domination. C'est qu'elles taillent leur route quand même, ces femmes. Et qu'à tout prendre dans cet ordre galant, même s'il est plein de trafic, même s'il est plein de trucs, même si elles ont quand même un peu plus d'espace et de liberté qu'avec un retour aux valeurs des grands-parents, de l'ordre moral, de l'ordre social, etc., etc. Donc elles travaillent aussi pour elles. Moi, je trouve ça important comme idée, pas simplement un effet de domination, quoi. Alors c'est pour ça, pour sauter directement à la conclusion, que je dis, le méchant de la pièce, c'est Cléante. Continue de colorier ton livre, tu l'as bientôt fini. Le méchant de la pièce, c'est Cléante, et il faut toujours faire en sorte que le méchant de la pièce, ou en tout cas le trou noir des pièces de Molière, ce soit ces personnages qu'on a appelés à tort des personnages de raisonneurs. Alors je pense, c'est pas à tort, parce qu'effectivement, raisonneur, mais pas au sens sentencieux que ce mot a pris depuis, mais au sens où ce sont des personnages qui incarnent une chose raisonnable. Une chose raisonnable, de juste milieu, enfin, toutes les valeurs galantes, complaisance, modération, enfin, elles sont toutes là, naturelles, simplicité. Mais je pense que la pièce nous permet un truc, c'est de voir quelqu'un qui a toutes ces valeurs-là et qui est en fait en train sérieusement de perdre son calme. J'ai l'impression que dans beaucoup de scènes, en fait, Cléante est en train complètement de perdre son calme. Donc c'est là qu'on voit derrière toutes ces valeurs chouettes, ouais, des enjeux qui sont beaucoup plus matériels, des enjeux de pouvoir, des enjeux de place, des enjeux, on s'était raconté un peu, c'est lui le vrai Picassiette en fait, c'est Picassiette contre Picassiette, quoi, entre Cléante et Tartuffe, celui qui aura la plus grosse part du gâteau. Mais c'est important, je trouve, de prendre la figure galante et de montrer que c'est quand même derrière aussi un projet de contrôle social. C'est un autre projet de contrôle social, mais c'est bien un projet de contrôle social. C'est pas seulement des valeurs d'émancipation, c'est pas simplement des valeurs modernes, enfin c'est aussi s'assurer que la reproduction sociale tourne comme il faut, quoi. Que les bons épousent bien les bonnes, quoi. Et ça, c'est sans arrêt chez Molière. S'assurer que les mariages se font bien, les bons avec les bons, quoi. Surtout pas de mésalliance. C'est toujours éviter la mésalliance. Donc il y a un truc là sur la mésalliance, symboliquement mais aussi matériellement, qu'il faut éviter à tout prix. Donc ça permet aussi de se dire que les moteurs d'un Cléante ne sont pas... Et c'est là que je dis le double jeu, c'est là que je dis l'enculage, c'est là que je dis que Molière fait un enfant dans le dos à cette société à laquelle il a l'air de passer de la pommade. C'est qu'il nous donne la possibilité, à nous, on ne sait pas comment ça a été joué à l'époque et puis on s'en fiche, il nous donne la possibilité à nous de lire aussi comment est-ce qu'à Saltimbanque, moi c'est cette idée que j'aime, donc quelqu'un sans feu ni lieu, sans règles, sans loi, nous, un sauvage, quelqu'un hors société, eh ben, peut dire absolument ce qu'il veut sur cette société, et y compris ce que nous on doit montrer, ce qui est pour moi la modernité ou l'autre jeu de Molière à montrer, que derrière cette apparente défense des valeurs galantes, il y a aussi la possibilité pour une critique beaucoup plus radicale, beaucoup plus sombre, beaucoup plus punk, on pourrait dire, ou beaucoup plus... Punk, c'est pas une option esthétique par rapport au spectacle qu'on va faire. C'est simplement l'état d'esprit dans lequel on peut imaginer l'écriture de Molière. Une détestation. Il y a un moteur que je trouve très beau, c'est la haine et la revanche de classe. Moi, c'est toujours une chose que j'adore, en fait. C'est des moteurs très puissants. Ça rend pas le personnage sympathique, mais en revanche, ça complique un peu le portrait, et ça en fait pas simplement le porte-parole un peu servile des beaux esprits de son temps. Et il était aussi en train de faire autre chose en douce. Et il faut toujours regarder ce qu'il fait en douce. Et encore une fois, cette pièce mal branlée qui ne tient pas, c'est, je pense, s'il en est arrivé là, ou s'il s'en est arrêté là, c'est aussi parce qu'il savait bien que cette complexité qu'il avait mis dans la pièce permettrait justement de faire des petits doigts d'honneur à des tas d'endroits, à ceux à qui il prétendait être en train de servir la soupe, quoi. Donc on peut sauver un Molière de gauche, donc on peut monter la pièce. Je ne sais absolument pas ce que ces considérations peuvent nous donner comme grain à moudre. Sur la pièce, si, je pense que ça nous permet d'en comprendre les strates et les enjeux. Ça nous permet d'ailleurs éventuellement certaines strates et certains enjeux. Ça permet d'ailleurs d'en prendre le contre-pied, si on en a envie, puisque rien nous oblige à jouer les choses comme elles se jouent. Le point très important, et mon camarade Vérité qui est là pour en témoigner,
l'ultime survivante des Molières précédents. Avec Étienne. Non, mais j'étais sur Scapin déjà, tu vois. Donc, avec Étienne pour le misanthrope. C'est qu'on s'en est toujours tiré chez Molière en s'intéressant à l'intrigue. Ultime survivant, ça fait peur pour les autres. Ah, pardon. Non, mais... pas pour nous tous. D'accord. Non, mais on s'en est toujours tiré en essayant de se dégager des figures, ou en tout cas de l'idée qu'on allait... Sur Scapin, il avait fallu qu'on se débarrasse d'Arlequin. Enfin, il fallait qu'on se débarrasse de la comédia, il fallait qu'on se débarrasse du type pour regarder ce qui arrivait à ce bonhomme en particulier. Qu'est-ce qui était en train d'arriver à cette personne particulière. C'est ça, je crois, le truc important à avoir toujours en tête quand on joue ce théâtre-là, c'est il invente une chose hyper moderne de gens à qui il est en train d'arriver des trucs, et pas simplement des personnages typiques pris dans des situations archétypales. Et encore une fois, Pope pose pas pour une réflexion philosophique profonde, mais à cause du bricolage de son théâtre, parce que comme il bricole, à la fin, ça tient plus, quoi. C'est parce que ça tient plus que ça fait un truc hyper vivant, avec de la contradiction, avec des... Ouais, c'est une vraie modernité, ça. C'est pas ficelé, et c'est ça qui fera dire aux tenants des règles et aux défenseurs des règles, c'est pas tout à fait fait dans les règles de l'art. Et Molière répondra, on le sait, il n'y a qu'une seule règle, plaire. Et ce qui résume son projet. Chers amis, voilà pour cette longue introduction. Bon. Merci à tous. C'est la seule fois. Ça se fait où je serai applaudi. Avant la bataille. Après, le combat commence. Donc, il n'est absolument pas question d'amour dans cette pièce. Non, il n'est pas question d'amour tellement, non. L'amour n'est jamais le moteur d'une action pour un personnage. Ah, si. Ces intrigues autour de j'aimerais épouser cet homme, Si, non, je dis pas qu'il n'est pas question d'amour. Je dis pas qu'il n'est pas question d'amour, mais l'enjeu de la société galante, c'est pas l'amour comme sentiment. Ça, c'est le 19e siècle. C'est dans quel type de modalité on a le droit d'exprimer l'amour en fonction des circonstances. C'est ça leur débat. Donc par exemple, c'est je suis marié, j'ai le droit d'avoir une relation d'amour avec un autre homme, mais quelle forme elle peut prendre? La tendresse, il y a plein de mots, il y a tout un lexique infini du discours amoureux. Si, il est question d'amour, mais je pense sans doute dans des termes que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que nous, on est héritier de Musset, de Hugo, de Vigny. Et je pense que ce n'est pas du tout la même façon de poser la question amoureuse. Si, oui. Moi, j'aime Orgon quand même. Oui, toi, t'aimes moi. Ah oui, et je lui dis. Oui, je vous aime mal. Et il dit « Ah !» Tu vois. Alors, quand même, il y a un moment donné où quand même, il y a une déclaration qui est faite. Moi, je pense par exemple qu'entre Valère et Marianne, l'enjeu n'est pas sentimental. Dorine leur dit « vous vous aimez l'un et l'autre », mais c'est plutôt une idée de l'accord entre des personnes. C'est pas la question au sens passionnel et sentimental auquel nous on joue aujourd'hui, c'est ils s'accordent parfaitement, quoi. C'est un espèce de couple, ça va claquer dans les salons, quoi. Enfin, il y a un truc aussi sur, ils vont hyper bien ensemble. Donc l'accord qu'ils trouvent, il est d'une autre nature, il est très aristocratique dans une façon de se présenter au monde. Enfin, comment? C'est Gad Elmaleh, Charlotte. Ouais, ou Jack, William et Kate, ouais, peut-être plutôt. Ce qui serait un poil en contradiction avec les souhaits d'émancipation de Dorine, mais bon. Sur ces choses-là? Oui. Non, pas tout à fait, parce que précisément, si tu veux, dans la galanterie... On peut très bien tricoter avec, mais... Parce que dans la galanterie, d'une certaine manière, c'est déjà une émancipation. C'est-à-dire, c'est pas du tout la même chose d'avoir droit à la parole dans son couple, d'être marié à quelqu'un qui va un peu être un égal. En gros, elle a le choix entre quoi, Marianne? Épouser un égal ou être sous domination d'un mec que son père lui impose. Oui. Mais dans les deux cas, de toute façon, à l'époque, on est au XVIIe siècle, elle sera autorisée à fermer sa gueule, hein, à la fin des fins. Donc ça reste une dispute. Mais en fait, elle a le choix entre un accord qui est presque esthétique, qui n'est pas uniquement sentimental, ou une chose que tu lui dis, ça va être mal assorti avec Tartuffe. Hein. Franchement, il va vous emmener dans les faubourgs. Toute la vie que tu lui décris avec Tartuffe, c'est pas vous serez malheureuse parce qu'il ne vous aimera pas, c'est vous aurez une vie de merde. Votre vie sera pourrie. Et vous n'aurez pas la vie galante, vous n'aurez pas la belle vie, c'est celle à laquelle vous avez droit, à laquelle vous aspirez. Donc la pulsion sur son mariage, parce qu'il y a le sentiment, c'est quand même aussi la forme que ce sentiment va pouvoir prendre dans le monde. C'est beaucoup plus tard qu'on va dire ce qui compte, c'est le secret du cœur, et je peux être seul devant mon lac, et ce qui compte, c'est que j'ai dans le cœur. Non. C'est plus tard, mais c'était plus tôt aussi. Comment cette valeur a pu être balayée par
au Moyen-Âge, tu as quand même aussi. Tu as l'amour courtois, qui est exactement. Là, tu peux dire que la galanterie hérite de ça, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affect, hein, attention. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affect. Ça veut dire, et ça, je trouve ça quand même très intéressant, qu'il y a une histoire des émotions. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'émotion éternelle, c'est-à-dire la façon qu'on a d'éprouver, de s'éprouver soi-même, d'éprouver le monde et le rapport aux autres, bouge dans le temps. Donc il n'y a pas un machin qui s'appelle l'amour, qui serait la même chose au Moyen-Âge. Je pense qu'au Moyen-Âge, quand les femmes meurent à leur première couche à 25 ans, le concept d'amour, et quand on va dire au fond des masures où on survit en tuant le sanglier, en ramassant des châtaignes, là aussi je pense que l'amour, ma foi, c'est quand même une idée nouvelle. Hein. Mais comme dit Foucault, même l'homme, c'est une idée nouvelle. Avant de se dire, il y a un truc qui s'appelle l'homme, il y a des individus, il y a toute une époque où il n'y a pas ça. Il y a des nobles, il y a des serfs, il y a des castes, il y a des machins, il y a des bidules, ta vie ne compte rien. Enfin, nous, on est dans une société d'individus, récente, tardive, une société d'affect et d'émotions, qui ont une histoire, qui sont construits historiquement. C'est très compliqué, on ne peut pas ne pas le faire, on est bien obligé. Pour incarner, c'est justement ça le défi que ça nous pose toujours le théâtre classique, c'est qu'on est bien obligé de faire avec nos affects, nos pensées et nos émotions, pour incarner ces personnages-là. Sinon, on ferait je sais pas quoi de la reconstitution historique, peut-être ce que Villégier a essayé de faire à une époque, c'est retrouver formellement comment il jouait ces choses-là, je sais pas. Mais nous, on est bien obligé de faire un exercice d'incarnation, donc de faire aussi avec des affects contemporains et des... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur Armande. Il n'y a pas de drame sentimental entre Armande et Molière. Il y a une chose simple et banale. En revanche, il y avait sûrement un amour très passionnel entre Armande entre Madeleine et Jean-Baptiste, parce que visiblement, il est quand même parti sur les routes pour ses beaux yeux, quoi. Mais eux, ils étaient hors cadre. Ils étaient hors tout. C'était les acteurs. Donc, c'était hors de toutes les règles. Ils pouvaient un peu faire comme ils voulaient. Donc si, il est question d'amour, mais pas tout à fait au sens où on l'entend. Mais nous, on peut remettre des enjeux amoureux dans la pièce, c'est pas du tout interdit. Hein. C'est pas du tout interdit. Moi, je pense, mais c'est peut-être un peu précoce, je pense que le problème de Marianne, c'est que elle a soit Tartuffe, où c'est quand même un ordre de son père, c'est bizarre, elle sait pas bien qui est le mec, soit Valère, mais je pense qu'au moment où Valère débarque, et dans l'état où il débarque, là, elle l'avait jamais vu comme ça, en fait. Donc je pense qu'il y a aussi un petit truc de... Merde, ah oui, c'est quand même ça aussi le gars, quoi. Je n'avais pas forcément conçu ça comme ça, mais d'accord. Je pense que c'est suite de mauvaises nouvelles, hein, la pièce, pour Marianne, hein, jusqu'au bout. Même quand on dit « Allons célébrer leur mariage !» Super. Je ne sais pas où elle en est, elle, du projet à ce moment-là, quoi. Je ne sais pas si elle est aussi à l'attaque sur le projet, quoi. C'est juste moins pire, quoi. C'est pas dit. C'est pas dit, il faudrait peut-être s'interroger sur la raison, comme dit Martine, on en parlait. Et pourquoi elle dit rien quand son père lui dit que ce sera Tartuffe, quoi? Alors elle dit rien, attention, c'est aussi la question des rôles dans la société galante. Elle dit, mais quand un père te dit, tu te tais, quoi. C'est là où Dorine aime bien Marianne, parce qu'elle passe quand même une scène à essayer de lui avancer le schmilblick. En disant, vous n'êtes pas capable de penser toute seule, essayons de penser à deux. Oui. C'est quand même une forme d'amour. Absolument, mais ça voilà. le sentiment maternel, enfin cet amour-là, il est indiscutable entre... Dorine et Marianne notamment, de façon complètement explosive entre Orgon et Damis. Il y a aussi bien un enjeu d'affect d'un père à son fils qui est là en travail. Le rapport d'Elmire à ses beaux enfants, c'est aussi un enjeu. Le frère et la sœur qui se tiennent le coude. Donc non, c'est, comme je dis, l'amour, c'est pas une pièce sentimentale en tout cas. Moi, je pense que ce qui est marrant chez Valère et Marianne, parce que c'est eux l'histoire d'amour dans la pièce, c'est celle qu'on voit. Après, il y en a une qu'on ne voit pas, qui est celle de Damis avec la sœur de Valère. Cette histoire, on ne la voit pas. Alors, attends, une fois. Voilà, c'est évoqué. Mais c'est super important. Il faudrait se démerder pour je sais pas, mettre un calicot. Lui aussi va se marier avec des flèches. Inventer des pantomimes, une voix au téléphone. Comment ça, tu veux plus m'épouser? Je sais pas. Je sais plus ce que je disais. La prise de conscience de qui est Valère. Oui. Oui, je pense encore une fois que c'est un mariage, qui convient bien. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un mariage, ça claque, quoi. Ça leur allait bien au départ parce que ça claque. Mais je suis pas sûr qu'ils se connaissent pas plus que ça. Donc on peut pas dire qu'entre eux. Dans Scapin, je reviens dans Scapin, il y a la même chose dans l'Avare. Scapin, c'est l'exemple de la pièce dans laquelle des fils
de noblesse, enfin en tout cas d'extraction noble ou haute bourgeoise, vont aller chercher des filles complètement déclassées en expliquant que c'est elles parce qu'ils les aiment. Donc t'en as un qui allait chercher une égyptienne, donc une Rome, quoi, en fait, Zerbinette, et l'autre qui allait chercher une pauvre fille, Hyacinthe, et ils vont voir Scapin, l'un et l'autre, de façon différente, en disant « On est super emmerdés, les pères arrivent, on a épousé des nanas qui sont pas du tout ce que la société nous destinait, et pourtant, tu les verrais, elles sont d'un charme, d'une grâce. » À la fin de la pièce, on te dit « Mais oui, c'est normal qu'elles soient charmantes et gracieuses, c'est justement celle-là que vous deviez épouser. » Donc vous voyez, tout va bien dans ce monde-là. C'est-à-dire, vous n'avez pas pu aimer autre chose que des objets qui vous étaient socialement destinés. Et allez pas rêver sur le fait que vous auriez pu aimer hors de votre classe. Et je pense que finir comme ça, c'est aussi une manière pour Molière de dire à la société galante, ou à la société de son temps, il n'y a pas de mésalliance possible. Au début de la pièce, il va dire comment Octave a pu aimer cette pauvresse? Ah, mais parce que c'était un enfant trouvé. Une autre mythologie. Elle est noble, elle est bien noble. Elle est bien de haute naissance. Et Zerbinette, pareil. Même si elle a été élevée par des Romanichels. Donc il y a toujours cette idée que... c'est ce qu'on avait dit quand on avait monté Scapin, quoi. Au moment où tu te crois libre et où tu t'es marié contre ta classe, ça n'a pas de bol. Hein. Vous avez une trace de Scapin? Oh, c'était une. J'en ai cherché une moi aussi, puis je n'ai pas été plus rapide sur ce coup. Non, mais finalement, on a une cassette vidéo qui est dans un coffre-fort, qui est interdite. Cassette vidéo VHS de 95. Si quelqu'un a un magnétoscope, ne demandez surtout pas en état de le mettre sur quelque chose. Vous la cassette pas. Vidéo, tu l'as? Alors on va la transcoder. On pourrait la transcoder à titre de... Non, mais je vous adore, mais c'est pas très, enfin, je pense pas très regardant. Ça peut nous démobiliser, tu veux dire? Ouais, potentiellement. Je veux dire, j'aurais vu ça à l'époque. Si on m'avait dit qu'un jour je bosserais avec les gars qui ont fait ça, je sais pas si j'aurais dit oui. Non seulement tu vois une pièce qui a 20 ans, ce qui commence à faire pas mal. Ça peut nous émouvoir. En plus, à l'époque, Moi, dans mon genre, on était assez débutants quand même. Oui, ça oui.